Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lotrider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça plutôt pas mal, hein. Après un petit changement de port d'attache, Lotrider est de retour avec un 3e épisode. Je suis d'ailleurs très content qu'on l'enregistre aujourd'hui puisque c'est le premier vrai vol thématique de Lotrider après 2 épisodes qui n'étaient ni vraiment dédiés à l'actualité ni vraiment dédiés à un thème fort. Et le thème fort d'aujourd'hui, messieurs dames, c'est le lien entre Star Wars, même les liens on va dire, hein, et l'aviation. Et pour ce faire aujourd'hui avec moi j'ai 2 copilote de qualité. Alors tout d'abord, il est diplômé de Sciences Po ainsi que du Glendon College, agrégé d'histoire et doctorant à l'université de Paris-Nanterre, spécialiste des as européens de la Grande Guerre et de la place de l'aviation au XXe siècle. Il est l'auteur de René Fonck, As des As et pilote de la Grande Guerre, et accessoirement un de mes amis, Damien Incoulon. Bonsoir. Bonsoir. Que penses-tu de ma présentation ? Bah c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est la première fois qu'on a des invités aussi prestigieux que toi, donc je me suis dit que c'était le moment pour partir dans des petits délires comme ça. Ouais, c'est gentil. Voilà, j'espère que ça te plaît. Et à ma gauche, il est diplômé d'une école à Reims que je ne connais pas. Il programmait une chaîne du groupe Canal+. Il a mené la résistance face à Bolloré, bidouillé des caméras et les micros aussi d'ailleurs du réseau Arts et désormais l'ingé son et la plus belle barbe de ce podcast. J'ai nommé Jean-Baptiste Ballier. Moi aussi, je suis étonné par cette présentation. Ouais, c'est la sympa. barbe est incontestable. Ouais. J'attendais que tu aies juste dire. Et puis il y a JB, tu vois. Et puis il y a JB qui est aussi notre Chibou, hein, affectueusement surnommé Chibou pour ce petit nom que tu as donné de Jay en tant que Chewbacca un peu cheapos de ce podcast. Voilà. Mais bon, la barbe est toujours là. La version Lidl du Wookiee. Quoi. Exactement. Alors on a dit qu'on allait parler, j'allais dire de Seconde Guerre mondiale, mais oui, effectivement, on va parler de Seconde Guerre mondiale. Mais on va parler, c'est ça, des liens entre Star Wars et l'aviation. C'est le sujet du jour pour ce premier podcast Outrider thématique, mais ce 3e numéro d'Outrider, et on espère que vous suivez. Allons-y, c'est tout de suite. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Alors du coup pour ce podcast on a décidé de séparer les choses en 2 parties, hein, comme on fait un petit peu d'habitude, et puis vu qu'on n'était pas forcément super inspiré malgré la présence d'un historien à notre table, on a décidé de discuter un petit peu des liens qu'on pouvait tisser entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Alors ça vous les connaissez normalement déjà, et puis aussi bien sûr ces 2 guerres mondiales et Star Wars et toute l'aviation qui vient autour, puisque on a un spécialiste dans le coin pour une fois, hein, c'est bien, il y a quelqu'un qui peut fact-checker, qu'on raconte pas n'importe quoi sur l'histoire, donc c'est quand même plutôt sympa. Alors vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a forcément influencé George Lucas pour la création de Star Wars, mais on va commencer avec la Première Guerre mondiale puisque c'est intellectuellement plus pratique de commencer par celle-ci, plus intéressant pour Damien qui va nous expliquer un peu pas mal de choses, mais avant tout, je voudrais Damien que tu nous rappelles un petit peu ton lien à Star Wars avant toute chose, hein, quand même, hein. On va peut-être pas s'emmerder avec de l'histoire tout de suite, hein. On va d'abord parler de vrais trucs comme Star Wars. Alors Star Wars c'est comment, Damien ? Pour moi, c'est une série que j'ai découvert étant jeune, adolescent. Je l'ai d'abord fait dans l'ordre parce que je ne suis pas né dans les années 70 comme tous les historiens. Ah, c'est bien ça. Et quel ordre ? Parce que ça, c'est important. Et voilà, c'est ça. Donc j'imagine que c'est un ordre parmi les moins élitistes. J'ai commencé par le 1 et j'ai terminé par le 6. Et maintenant, plus, le 8. Un rapport donc assez adolescent et toujours dans un peu l'observation, mais jamais trop dans l'analyse. Et c'est pour ça que finalement je suis quand même content que tu m'aies proposé de le faire. À la base, je vais être tout à fait honnête, j'avais dit oui
pour toi. Je me suis dit, c'est sympa. c'est sympa. voilà, bon, c'était beau, on va lui faire plaisir, ce con, là. Et finalement, en les revoyant sous cet angle-là, j'ai trouvé ça vraiment très stimulant. Il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'on aura assez de temps pour le faire. On a forcément assez de temps. Après, est-ce que tu vas pouvoir prendre le dernier métro? C'est ça la question. Ou prendre ton avion, hein. Je ne sais pas comment vous vous déplacez, vous autres les historiens, peut-être en montgolfière. Alors, ok, donc ça c'est pour Star Wars. Et pour l'aviation, alors, parce qu'on sait, on a compris, hein, si on n'est pas tout à fait con et qu'on est en train d'écouter ce podcast, que c'est ton sujet de spécialité. Et comment y es-tu venu? Alors je suis venu sur l'aviation un peu par hasard en fait. J'ai d'abord travaillé sur un pilote vosgien, puisque c'est de ce département que je venais. Et c'est donc en étudiant le parcours de ce pilote en particulier, on va le nommer. On va le nommer maintenant. Il s'appelle René Fonck, c'est quelqu'un d'important pour moi. Donc c'est en travaillant sur René Fonck que j'ai vu qu'il y avait vraiment un monde qui s'ouvrait à toi. Qui s'ouvrait à moi. Devant mes yeux grands ouverts, et notamment beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites sur cette guerre aérienne et plus généralement cette fascination qu'ont exercée au XXe siècle les avions sur les sociétés. Ok. JB, Star Wars on connaît. Est-ce que toi l'aviation ça te parle? Juste une petite question pour situer, même pour moi. Donc ce René Fonck, ça Fonck. Il est né à quelle période? Il était aviateur à quel moment? Alors oui, j'aurais dû le préciser. Donc il est né en 1894 et allez, c'est parti, tu l'as lancé. Et là. Ça y est, voilà, je vais être inarrêtable. Et il a participé à la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il s'est révélé comme une star très médiatique, puisqu'il devient l'as des as de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le pilote le plus victorieux dans les rangs alliés. Le Poe Dameron de son époque, pour ceux qui ont complètement décroché de ce podcast. Mais on va reparler Star Wars, hein, vous inquiétez pas. Et de Poe Dameron. Aussi. Et donc il devient un héros national et voire international à cette époque. Et après il tente une traversée de l'Atlantique en 1926. Alors bon, voilà, si on dit qu'il l'a tenté, c'est qu'il l'a raté également. Spoiler. Voilà, spoiler. Et pour ne pas aller jusqu'à la fin, à la fin de l'histoire. Quand même que le mec bouffe et vende des bouquins, les gars. Voilà, c'est ça. Allons-y doucement. Un peu de teaser. Mais donc, dans la Seconde Guerre mondiale, il a pas forcément fait le choix le plus vertueux, selon ses contemporains. Ah putain, on dirait à la fin d'un épisode de Breaking Bad. Moi, je suis sur les dents, j'ai envie de en savoir plus. Et ben, on en reparlera après de pourquoi en savoir plus. Du coup, si on est dans une émission professionnelle, tu nous offres les livres ou pas, vu qu'on t'a invité? Comment ça se passe? C'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, normalement, les gens ils viennent, ils à la télé, ils font leur promo, puis ils donnent le bouquin, tu vois. Donc, j'en ai pas tant que ça malheureusement, mais j'aurais beaucoup aimé, ça m'aurait fait très plaisir. On peut peut-être y réfléchir en fin d'émission et en off. Mais JB, du coup, j'allais te poser la question avant que tu poses la tienne, qui est parfaitement légitime par ailleurs. Hein. L'aviation, ça te parle? C'est l'un de tes trucs ou non? Pas du tout. Tu es là en qualité de Chibou. Je suis là en qualité de Chibou, mais là, c'est pas un des trucs qui m'intéresse le plus. Même moi, quand t'étais gamin, les petites maquettes, les petits trucs d'avion. Non, en fait, moi je kiffais ça. Moi, les Lego Star Wars, ils sont arrivés trop tard pour moi. Tu vois. Ouais, j'étais déjà fin du collège, début du lycée, tu vois, donc je ne faisais plus de Lego à cette époque-là. Donc ouais, non, mais moi c'est jamais. J'étais plus intéressé par les rebelles, mais en fait le premier Star Wars que j'ai vu c'est le Retour du Jedi. Et du coup, les rebelles, ils sont vraiment sur Endor, tu vois, c'est des batailles au sol. Dans la forêt, ouais. Voilà. Donc l'aspect combat aérien de Star Wars, pour moi, il est arrivé après dans ma découverte de la saga. Ok, très bien. Mais par contre, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants quand tu t'intéresses à la partie making-of et comment ils ont fait les films. C'est toutes les scènes avec les maquettes, ce genre de choses, c'est les plus intéressantes en fait à voir comment ils les ont fabriquées, comment ils les ont tournées. Effectivement, et on va y revenir dans la partie Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ça qui inspire George Lucas jusqu'à dans la création de certaines caméras et techniques de cinéma pur. Et là, vu qu'on est sur la Grande Guerre, comme on l'appelle, Damien, est-ce que tu peux nous faire une toute petite intro, parce que on sait que la Seconde Guerre mondiale a inspiré George Lucas, et donc obligatoirement, Star Wars, mais comment, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'aviation et son histoire, où on en est en Première Guerre mondiale, comment enfin, au début de la guerre, c'est quoi l'aviation, et à la fin de la guerre, qu'est-ce que c'est, tu vois, et du coup, comment ça mène vers la seconde? Eh ben, quand on arrive en 1914, l'aviation est encore à ses débuts. Le premier avion qui a volé, c'est à Kitty Hawk en 1903, les frères Wright qui ont donc lancé les premiers avions. Et donc, au début de la guerre, on en est vraiment à une dizaine d'années seulement d'aviation. Et
dans cette perspective, dans ce tout début du siècle, ces aviateurs, ce sont des sortes de héros sportifs, des pionniers qui sont à la fois des figures très populaires en tant qu'ils battent des records et qu'ils se lancent sur des engins vraiment très précaires. Voilà, c'est ça, ça ressemble vraiment à des cages à poules, comme on les appelle, en bois avec de la toile, donc vraiment très fragile. Et donc gagne aussi le surnom de fou volant entre le sportif et le savant. Et donc, dans la Première Guerre mondiale, arrive pour la première fois la possibilité d'utiliser ces instruments à des fins guerrières et vont participer de bon cœur les aviateurs. Et pour n'en citer qu'un qui est à la fois un pionnier d'avant la guerre et très célèbre dans la Première Guerre mondiale, on a Roland Garros, bien connu aujourd'hui pour le tennis, qui est le premier à avoir traversé la Méditerranée en 1913 et qui devient un as de l'aviation, un pilote dans la guerre. Première anecdote, voilà, maintenant vous savez pourquoi Roland Garros, ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça permet de faire le malin au repas et aussi dans les podcasts. Effet garanti. C'est le premier podcast Outrider où j'apprends quelque chose, donc c'est pas mal. Super sympa, mais ok, merci. Ça tacle déjà. Et donc on est dans la Première Guerre mondiale. Les avions, donc les états-majors se demandent quoi faire de ces instruments qui permettent donc de se déplacer quand même beaucoup plus aisément que dans des dirigeables. Et dès les premières batailles, l'avion gagne une utilité tactique et stratégique en tant qu'instrument de reconnaissance. Ça permet en fait de se projeter chez l'adversaire et d'observer ce qu'il se passe, les mouvements de troupes, les différentes formations, savoir aussi éventuellement où sont les batterie d'artillerie qui vous pilonne, et donc savoir plus généralement où tirer. Donc c'est très riche en informations, et dès la fin de l'année 14, l'effort industriel pour essayer de construire davantage d'aviation, puisque au tout début, c'est vraiment encore dans l'artisanat. Voilà, pour résumer, et à la fin de la guerre, on est déjà dans une industrie standardisée. Mais donc, l'avion qui sert à la reconnaissance, au réglage d'artillerie, puis au bombardement en 1915. On se rend compte que c'est toujours bien, puisqu'on est au-dessus des autres, pourquoi pas leur lancer quelque chose. Alors, tant qu'à faire, voilà, c'est ça. Une petite bombe, mais même aussi des trucs un peu moins sophistiqués. On a essayé des fléchettes, par exemple. Par poignée, on prenait des fléchettes en acier et on les lançait sur les troupes adverses sans grand résultat, mais ça fait partie aussi des tentatives dans cette guerre qui s'industrialise et qui devient mécanique. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus en fait quand on va parler de Star Wars, c'est la chasse, l'aviation de chasse qui se structure progressivement et qui véritablement devient décisive pour protéger ces avions dans les airs, mais aussi pour empêcher du coup les avions de passer vos lignes, puisque s'ils peuvent glaner des informations, c'est un danger, et donc il faut tout faire pour les en empêcher. Et donc ces avions de chasse, ça va être des avions beaucoup plus petits, souvent monoplaces, et à la fin du conflit, c'est toujours des monoplaces, qui vont ainsi empêcher au maximum, en tout cas c'est l'objectif, les avions de passer les lignes. Et dans cette première guerre, ce qui est véritablement passionnant, c'est que ces pionniers, figures sportives, savantes, populaires avant la guerre, elles prennent un tournant guerrier et deviennent des stars nationales, exaltées par la propagande dans le contexte de la culture de guerre, avec ceux qu'on va commencer à appeler les chevaliers du ciel, qui mènent supposément dans les airs une guerre noble et beaucoup plus propre, qui se joue à force de duels, d'homme à homme, en un contre un, au contraire de ce que les gens retrouvent au sol, dans les tranchées, les poilus, boueux, confrontés à la mort sans véritable sens et sans pouvoir véritablement décider de leur destin. Et donc, la propagande va, à travers notamment la presse, mettre en scène et en récit ces combats qui se jouent dans les airs et les histoires que vont rapporter ces aviateurs, ces pilotes de chasse dans la guerre. Et notamment développer beaucoup de thèmes
comme la soif du combat qui est recherchée par les pilotes, et c'est là qu'on arrive aussi sur Star Wars et ce qu'on retrouve dans Star Wars de la Première Guerre mondiale, la soif du combat qui est proclamée par des pilotes tels que René Fonck, évidemment, puisqu'on va de toute façon en reparler au hasard. Mais donc cette soif du combat qu'on retrouve chez le jeune Anakin, par exemple, qui va donc permettre de positiver la guerre en faisant une sorte de jeu, un loisir qu'on recherche. Et en fait, cette dimension sportive de l'aviation, elle va permettre aussi de positiver la guerre à travers un concours meurtrier pour obtenir le plus de victoires. On va créer des palmarès de pilotes les plus victorieux, c'est-à-dire ceux qui ont abattu le plus d'adversaires. D'où le titre d'As des As. D'où le titre d'As des As, puisque c'est donc le plus victorieux des victorieux. Un As, c'est un pilote qui donc se voit décerner ce titre après avoir abattu 5 cibles adverses, donc soit un avion, soit un ballon. Mais avoir abattu 5 adversaires vous gratifie du titre d'As et votre nom est publié. Et ainsi, vous devenez une figure publique. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça octroie donc à ces pilotes une incroyable popularité. Dès la fin 1915 en Allemagne, mais début 1916 avec le tournant de la bataille de Verdun en France, qui fait d'un pilote comme Georges Guilmer une superstar, véritablement. Et du coup, justement, tu parlais des différentes figures des pilotes. Vu que sur la Première Guerre mondiale, on n'a pas forcément de témoignages ou au-delà en fait de sa connexion avec la Seconde, puisqu'elles sont forcément intimement liées. Je vous invite à relire vos manuels d'histoire pour vous en rendre compte. Mais du coup, on voulait dresser des parallèles entre ce conflit, premier conflit mondial, et Star Wars. L'un des premiers, donc du coup tu l'as évoqué, c'est cette espèce de figure un peu du pilote, de mythe, un peu de ce côté un peu chevaleresque, et au final il mène une espèce de guerre qui est supérieure d'un point de vue géométrique ou géographique, et puis aussi d'un point de vue presque philosophique quoi, finalement, et se salit pas les mains. Donc JB nous disait tout à l'heure la différence entre les rebelles postés dans les forêts d'Endor et les rebelles qui combattent. On remarque la bataille d'Endor en termes de bataille spatiale, c'est quand même a l'air d'être globalement assez meurtrier, mais effectivement il y a toujours ce décalage entre les deux. Et du coup, toi, ça t'a frappé en revoyant les films, peut-être le côté des personnages comme Poe Dameron récemment, ou même Anakin, tu disais. Tu as 2-3 exemples comme ça, 2-3 scènes qui te viennent à l'esprit? Oui, dans l'ouverture de l'épisode 3, la bataille... qui commence direct sur une bataille spatiale. Ça commence direct sur une bataille spatiale, et direct, on a Anakin qui va rechercher le combat. On voit, il prend plaisir à le faire, il enfreint les règles et les ordres directs de son supérieur Obi-Wan, et ainsi... clairement s'inscrit dans cette représentation du pilote de chasse, à la fois romantique, puisqu'il y a cette force de l'action, il recherche le combat, il veut absolument abattre les adversaires, et il refuse clairement l'autorité, qui est aussi une des caractéristiques qui est très mise en avant chez ces aviateurs de la Première Guerre mondiale. Et puis, donc, tu parlais de l'élitisme, puisque effectivement, symboliquement, c'est très net. On a des hommes qui sont capables de s'élever dans les airs à un moment où on n'assimile pas tant le pilotage à une maîtrise, une compétence technique, qu'à une ressource morale. C'est-à-dire, puisque vous êtes une âme supérieure, et en fait, ce sont les âmes fortes qui peuvent s'élever dans les airs, et ainsi, si vous êtes... anges, quoi. Voilà, c'est ça. Clairement, il y a un parallèle très net entre les anges dans la religion chrétienne et les autres, et les aviateurs qui s'élèvent dans les airs. Et Guilmer gagne ce surnom d'archange sans mystère. Et même par rapport à Anakin, quand tu disais tout à l'heure que les pilotes étaient des sportifs et tout ça, les premières expériences qu'on voit d'Anakin de pilotage, c'est le pod racer et c'est du sport en fait. Et il passe vraiment du sport à la guerre. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur cette scène, sur toute la séquence d'ailleurs sur le pod racer, c'est que donc on a un jeune qui est très jeune pour le coup et qui est prédestiné, qui se révèle, c'est aussi à ce moment-là qu'on identifie qu'il a la force véritablement, et il est capable, quand son pod racer a un câble qui lâche, il est capable avec un grand sang-froid, sans trembler un seul instant, de récupérer le réacteur. Et on a beaucoup d'histoires dans la Première Guerre aérienne où donc sur le biplan on a
un haubans qui casse et l'aviateur dont nous raconte qu'il est monté sur l'aile pour aller raccrocher le haubans. Et vraiment, ça m'a frappé quand j'ai vu la scène. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les témoignages. Moins le gros battant aimanté. Voilà, c'est ça, ça manquait un petit peu d'aimant, mais voilà. L'idée était là. Ok, et du coup, c'est marrant qu'on dise tout ça avec cette idée de s'élever parce que récemment, alors toi tu l'as pas vu Solo, je crois qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais du coup on a ça, JB au début dans Solo est peut-être le premier film ouvertement inspiré de la Première Guerre mondiale pour l'une de ses séquences. Si vous avez lu nos amis auditeurs et auditrices l'artbook du film, il précise qu'il y a toute une bataille qui se passe sur la planète qui s'appelle Mimban, qui est inspirée des tranchées de la Première Guerre mondiale. Où il y a ce côté, on sait même pas sur qui on tire, c'est la poussière qui les soulève, etc. Et à ce moment-là, Han Solo, lui, s'est fait sortir de l'académie de pilote impérial et en fait est envoyé sur les tranchées pour lui montrer c'est quoi être un grognard, en fait, un poilu anonyme au milieu des autres et pas juste un pilote. Et du coup, il y a cette nette envie justement de s'élever et de repartir dans les airs. Et du coup, voilà, je voulais faire juste une petite parenthèse parce que ça illustrait très bien ce que tu disais. Et est-ce qu'on trouve d'autres similitudes que la figure des pilotes ou ce côté de la force, toi tu l'avais dit finalement quelque part, ça nous rappelle un peu ce qu'on voyait dans la Première Guerre mondiale, au fait que les super bons pilotes, si on met de côté Poe Dameron et Han Solo, bon ça fait quand même deux exceptions assez fortes, mais ce que je veux dire c'est que les pilotes normalement de Star Wars, dans chaque trilogie, Anakin, Luke, maintenant Ben Solo, Kylo Ren, sont des pilotes doués parce que quelque part ils ont, comme tu dis, une force d'âme, une force du coup qui est très très puissante. Voilà, c'est ça. Leur esprit, clairement, leur permet de se transcender, de s'élever très au-dessus des autres et de réussir des choses incroyables. Et c'est aussi cette pensée qui transforme ces pilotes en véritables mythes avant même la fin de la guerre. Et effectivement, donc on parlait d'Anakin tout à l'heure, mais on le retrouve très nettement aussi chez les autres. Et je dirais même chez Vador, puisqu'il y a un moment il pilote, il me semble. Et, tout à fait. C'est véritablement, pour moi, j'ai revu dans la propagande, quand on voit les plans avec Vador, ce qu'on pouvait voir côté allié à propos de Manfred von Richthofen, c'est-à-dire le meilleur as allemand qui a abattu 80 avions ennemis. Tranquille. Voilà, facile quand même. Mais c'est le Baron Rouge, vous le connaissez sans doute. Oui, voilà, c'est peut-être le surnom est plus connu que... Et donc ce Baron Rouge, qui, ne serait-ce que par son surnom, évoquait déjà la mort... ça pourrait être un perso de Star Wars. Ça pourrait clairement être un personnage de Star Wars, et c'est pour ça que dans Vador, il y a beaucoup du Richthofen, de la propagande alliée. Ok, bon, on savait que Lucas est fasciné par ce monde de l'aviation, comme à peu près tous les gamins qui sont nés dans les années 40 et qui ont vu la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'impact qu'ont pu avoir les pilotes de tout pays sur le conflit. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait ensuite été grappiller des bouquins, des biographies ou que sais-je sur ce genre d'as. JB, t'avais une question ? Non, je croyais. Non, mais alors peut-être que ça va un peu dévier sur la suite, mais est-ce qu'il y avait déjà, parce qu'il y a beaucoup dans Star Wars des idées d'escadron en fait. Est-ce que ça vient dès la Première Guerre mondiale ou c'est arrivé au moment de la Seconde ? Non, en fait, ça apparaît dès la Première Guerre mondiale et c'est aussi lié à l'émergence et à la structuration de l'aviation de chasse en tant qu'entité, arme spécifique dans la guerre. C'est l'émergence des groupes de chasse. Côté français, dès la bataille de Verdun, on structure des groupes de combat avec un petit nombre de pilotes triés sur le volet qui vont servir de pilotes de chasse et on a donc la mise en place, en plus des escadrilles, puisque celles-ci elles existent déjà avant, mais là on a véritablement des groupes de combat qui sont structurés et qui vont être un peu les épouvantails dans les rangs adverses. Et en même temps renforcer encore la proximité entre ces pilotes et la solidarité au sein des escadrilles. Mais donc les escadrilles, pour étendre sur les seuls groupes de combat, les squadrons, elles émergent dès les débuts de l'aviation militaire. Avant même la Première Guerre mondiale, on a des escadrilles dans les différents camps dès 1909 pour la France. Donc toutes ces histoires de Red Squadron, Blue Squadron, Rogue Squadron et la compétition entre ces pilotes ou justement au contraire leur solidarité lorsque merde Bing s'est touché ou n'importe quoi, mais ce genre de délire c'est tout à fait
accurate, comme on dit dans le milieu hipster. Tout à fait. Et un fait qui m'a marqué quand j'ai revu le dernier, c'était que les casques des pilotes sont tous personnalisés. Ils ont chacun un logo différent et donc témoignent d'une personnalisation, d'une appropriation du casque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans la Première Guerre mondiale. Les escadrilles, du coup, vont chacune se trouver un emblème. Le plus célèbre côté français, c'est la cigogne, mais on a aussi, par exemple, la hache pour une escadrille de bombardement dont le chef s'appelle Alfred Bordage, donc c'est la hache d'abordage. Voilà, donc une sorte de romantisation, une romance de la guerre qui passe par une tenue spécifique, des accessoires. Et ces petits accessoires, on les retrouve aussi dans Star Wars. Et ça m'a particulièrement frappé quand je les ai vus. Les dés de Han Solo, par exemple, sont un peu son porte-bonheur de pilote. Et voilà, c'est ça, la patte de lapin. C'est toutes des choses qu'on retrouve déjà dans les récits de la Grande Guerre. Ok, et niveau de technique de combat, stratégie, etc., est-ce que toi, en revoyant les films, tu t'es dit « Ah, finalement, il y a peut-être plus de Première que de Seconde Guerre mondiale », par exemple? Non, à mon avis, il y a quand même plus de secondes que de premières, mais, pour être tout à fait clair. Mais il y a des choses le mec a bossé. Non, mais il y a des choses qui sont en fait très fortement exploitées dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui apparaissent dès la première. Tu penses à quoi, par exemple? Déjà, ce chasseur qui se retrouve dans les airs à pas vouloir obéir aux ordres et où on a clairement ce moment où Anakin et Obi-Wan sont ensemble à deux dans les airs. Cette liberté du chasseur solitaire ou chasseur partenaire, elle est déjà dans la Première Guerre mondiale, mais on en parlait tout à l'heure, il y a la massification des escadrilles aussi qui apparaît, et on passe de ce statut de chevalier solitaire, etc., à la fin de la guerre, des escadrilles organisées en groupe. Et il y a une scène où on voit très nettement trois avions formant un triangle, puis trois autres, et puis trois autres, et puis trois autres, et au final on s'aperçoit qu'on a une escadre de 12 avions qui apparaissent et qui sont très bien organisés, très bien structurés, et ça apparaît dès la Première Guerre mondiale. Dès 1917-1918, on a cette tactique, cette organisation dans les airs qui est assez affirmée. Dans la technique de combat à plus proprement parler, on a les vrilles que font à longueur de temps les... C'est classique. Voilà, c'est un grand classique et à la limite, il y a des moments où on ne se comprend pas bien pourquoi ils le font, mais ils le font le plus souvent pour se dégager de l'adversaire qui est en train de les poursuivre. Et ça, c'est une technique qui est mise au point pendant la Première Guerre mondiale par les pilotes. Et c'est si connu, c'est un coup classique, qu'on a en France, à l'école de Pau, une école d'acrobatie où la vrille est une des techniques qui doivent être maîtrisées par les pilotes de chasse avant d'être envoyés au front. Tu penses qu'Anakin a fait cette école, du coup? C'est bien possible. Est-ce qu'il a vu Pau? C'est une question. Forcément. Voilà, mais... Il a vu Utapo, c'est une autre planète. Ah non, il n'est pas sur Utapo d'ailleurs, je dis n'importe quoi. J'essaie de faire une Black Star Wars, mais je respecte même pas mon propre univers de prédilection, c'est pas grave. C'est dommage, j'aurais beaucoup ri. Oui, mais oui, voilà, tu n'as pas la référence. C'est pas grave, voilà. Enchaînons sur la Première Guerre mondiale. Oui, et donc, lui aussi. Puisqu'on était en train de parler des dégagements par la vrille, un truc qui m'a particulièrement frappé, c'est pourquoi les chasseurs donc, se poursuivent, et donc le chasseur qui est à l'avant essaie toujours de se dégager, alors qu'on aurait pu penser qu'au contraire de la Première Guerre mondiale, la carabine n'est pas fixée devant. Qui est quand même la principale raison pour laquelle les pilotes tentent de prendre leurs adversaires à revers. C'est qu'en se mettant dans l'axe, on a plus de chances de le toucher et lui a moins de chances de riposter. Dans Star Wars, moi j'attendais je sais pas, des vaisseaux qui pouvaient tirer vers l'arrière, quoi, parce qu'on est un peu dans l'espace, tout ça. C'est vrai que dans The Force Awakens, ils avaient quand même introduit 2-3 trucs qui sont des micro-détails, mais au début du film, Poe Dameron a son X-Wing posé, et dans les ailes, il y a des espèces de petits blasters qui sortent et qui tirent en arrière, mais c'est pour protéger son véhicule au sol, qu'il n'utilise pas par la suite. Et en fait, au début du film,
la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ils vont nous le ressortir parce qu'ils montreraient pas un truc gratuitement comme ça, mais si c'est Star Wars et souvent il y a des designs qui sont juste gratos. Et il y a un autre truc comme ça dans The Force Awakens où les nouveaux TIE Fighters du First Order qui sont en double, du coup peuvent tirer en arrière. Techniquement on les voit des fois tirer en arrière, mais il n'y a pas une scène en particulier où on voit les mecs tirer en arrière et abattre quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on voit de temps en temps des traînées à l'arrière du TIE Fighter, ce qui est nouveau. On le voit même quand Finn et Poe sont ensemble, on comprend, tu vois, dos à dos. Voilà, c'est implicite, mais effectivement. Après, il y a 2-3 trucs comme ça, on en reparlera peut-être après avec The Last Jedi. On l'a dans les speeders sur Hot. Ouais, c'est ça, les Snow Speeders, mais après, c'est de l'artilleur de queue, comme il y avait peut-être déjà à la Première Guerre mondiale, 2 personnes l'une derrière l'autre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les biplaces ou les triplaces avaient aussi une mitrailleuse mobile à l'arrière, mais bon, c'était déjà assez peu efficace au final. Mais, et c'était surtout pas sur les chasseurs. Voilà, là, c'était des avions d'observation ou de bombardement, et donc des plus gros avions, moins rapides, voilà, dont il fallait se protéger. Donc ça c'est un phénomène qui m'a intrigué, mais en même temps ça m'a renvoyé complètement à ma Première Guerre mondiale, donc ça m'allait tout à fait. Le mec était à l'aise. Je sais pas. Il est à la maison. Oui, exactement. Voilà, c'est ça, on est confortable ici. Mais si on sort de la spécialisation de la chasse, il y a aussi le bombardement qui m'a aussi intrigué dans l'épisode 8, puisque parlons-en. On voit aussi un bombardement entraîné, donc il y a une technique mise au point pendant la Première Guerre mondiale, là aussi, est théorisée par les frères Michelin, qu'on connaît bien, mais dont on sait moins qu'ils ont été des grands promoteurs de l'aviation en France au début du siècle. Et donc ce largage entraîné Michelin, on le retrouve, au début de l'épisode 8, avec des bombes lâchées dans l'espace. Et donc Alors on est reparti sur les bombes dans l'espace. On en a déjà parlé dans le premier numéro, il faut qu'on en reparle. D'accord, parce que justement, la force du bombardement entraîné, c'est qu'on se sert de la gravité pour faire un rideau. Et là, en l'occurrence, sans gravité, comment les bombes tombent-elles sur ces... J'avais émis une théorie. Très bien. Alors, il y a deux... Alors, je crois que la théorie officielle du truc, je sais pas comment ça marche exactement, mais déjà il y a une gravité à l'intérieur du vaisseau, il y a une sorte de puits de gravité, tu vois, c'est pour ça qu'il a ce design un peu chelou. D'accord. Mais moi, ma théorie que j'avais avancée dans le premier numéro de ce podcast, c'était que les bombes étaient magnétiques, et donc en fait si le vaisseau bougeait peu importe sa vitesse au-dessus d'un véhicule et qu'en fait il y avait un plus gros vaisseau très métallique en dessous, elle pouvait peut-être tomber un peu en cascade. En vrai, peut-être qu'elle devrait tomber tout droit. Je suis très nul en physique et t'as l'air de pas du tout être satisfait, donc je pense que c'est ça. Mais voilà, c'était ma théorie. Qu'est-ce que t'en penses ? On peut en discuter et faire un podcast là-dessus. Oui, moi j'ai surtout pensé que le bombardier, il devait sans doute être du même métal ou d'un métal proche de celui du vaisseau adverse, et que donc les bombes n'allaient pas tomber. Enfin, ça m'a pas vraiment convaincu et ça m'a posé des questions. Mais là aussi, ça a renvoyé clairement aux représentations des bombardements qui sont omniprésentes pour le coup dans la Seconde Guerre mondiale, où là les bombardements ont été décisifs. Effectivement. Mais il y a quand même ce côté un peu roots, un moment de il regarde dans un espèce de trou qui paraît vraiment, j'allais dire anachronique, ce qui n'a pas de sens pour Star Wars, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. JB, tu voulais rajouter un truc ? Non, c'est juste, ça m'énerve qu'on soit tatillon sur des trucs comme ça dans un monde où il y a des ours en peluche qui se battent avec des épées laser dans l'espace et des magiciens, tu vois. Donc... oui, c'est une façon de le dire, mais là on est parmi les spécialistes. Il faut aussi mettre un peu d'eau dans ton vin, Jean-Baptiste, ou un peu de magnétisme dans ta bombe. Bref, quoi d'autre ? Non, c'est bon, on a fait le tour. On peut continuer, sur les bombardements. Moi, je voulais qu'on revienne sur un truc que JB nous a un petit peu. Il est taquin, il nous a fait des petits spoilers comme ça au cœur de ce podcast, parce que moi je voulais qu'on revienne sur un truc en particulier qui est aussi valable tout à fait pour la Seconde Guerre mondiale, mais qui a peut-être plus de sens dans les parallèles qu'on a essayé de dresser ensemble, Damien et moi, en préparant ce podcast. C'est le Rogue Squadron. Vous avez sans doute déjà entendu ce nom, parce que c'est un nom assez commun de l'univers Star Wars. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un nom qui est aujourd'hui canonique, puisque vous savez que depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, tout ce qui a été fait après les 6 films et Clone Wars a été mis au frigidaire, et donc c'est là, mais c'est plus officiel.
Pourtant, le Rogue Squadron a des origines officielles, puisque techniquement, on parle d'un Rogue Group, d'ailleurs, dans l'Empire Contre-Attaque et dans la novélisation de l'Empire Contre-Attaque, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc techniquement, ils sont canoniques pour cet apport-là qu'ils ont en fait dans la bataille de Hoth. Et c'est devenu par la suite l'un des éléments les plus développés de la mythologie Star Wars. Alors on sait que l'aviation, et c'est pour ça qu'on en fait tout un podcast aujourd'hui, donc quand je dis l'aviation, c'est tout ce qui est pilote rebelle et compagnie, c'est l'une des grandes composantes de Star Wars, mais c'est vrai que c'était pas forcément donné qu'un groupe de personnages qui sont quelque part que de simples pilotes deviennent les héros d'une série qui a du coup donné au départ 4 romans. Donc c'était 4 romans qui avaient été commandés au milieu des 90s à l'auteur Michael Stackpole. Donc il avait qu'un seul thème, c'était X-Wing. Donc en fait, il était un petit peu perdu. Alors du coup, il a joué aux jeux qui existaient à l'époque, X-Wing versus TIE Fighter, ce genre de trucs. Il a rencontré de vrais pilotes. Il a regardé beaucoup de documentaires sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, lu des biographies, etc. Et du coup, a commencé à écrire les bouquins. Mais c'est là, au final, qu'il a commencé à se dire, bon... on va faire un truc sur Rogue Squadron, mais en fait le Rogue Squadron c'est appelé Rogue Squadron que dans la trilogie de Timothy Zahn qui servait à l'époque d'épisode 7, 8, 9 où il devenait une espèce de force d'élite en fait de la Nouvelle République instaurée après la chute de l'Empire, ce qui est peut-être toujours le cas dans l'univers canonique, mais vu qu'on ne connaît pas encore trop les tenants et les aboutissants de cette période, on ne sait pas vraiment. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire complètement dingue, puisqu'on parle de 10 bouquins, il y a aussi bien entendu les jeux que vous connaissez, donc Rogue Squadron, Rogue Leader et Rebel Strike sur GameCube, auxquels vous avez peut-être joué quand vous étiez plus petit comme moi. Donc 35 numéros de comics, 10 romans et 3 jeux vidéo, et un apport assez énorme au sein de l'univers étendu, l'ancien univers étendu, fait que on a ces gens-là qui sont un petit peu des gens entre guillemets simples de l'univers Star Wars qui sont devenus pendant, en tout cas dans les années 90-2000, des méga rostars en fait, au même titre que des personnages aujourd'hui cultes ou même les nouveaux personnages de la trilogie faisaient vraiment vibrer les fans. Est-ce que finalement, je me retourne vers toi Damien après cette longue introduction sur le Rogue Squadron, parce que peut-être que les gens ne le connaissent pas ou considèrent que c'est plus du tout canonique alors que leur statut est un petit peu bizarre puisqu'ils apparaissent techniquement dans les films. On sait bien que de toute façon la Disney recanonise ce qui les arrange quand ils en ont besoin. Oui. Et a priori, vu ce que tu racontes, c'est quelque chose qui pourrait revenir dans le nouvel univers sans trop de problèmes. Sachant qu'en plus, si on veut être vraiment nerdy, on voit le Red Squadron dans Endor. Mais en fait, le Red Squadron de Endor est le Rogue Squadron qui reprend le nom. Alors c'est peut-être arrivé d'ailleurs, c'est peut-être une question. C'est-à-dire dans un côté un petit peu vengeur, le Red Squadron ayant détruit la première étoile noire, les mecs se rebaptisent exceptionnellement de nouveau Red Squadron. C'était une retcon, donc une continuité rétroactive où les mecs se sont dit ah merde, en fait du coup dans les années 90 ce truc est devenu super fort et les gens sont en train de nous demander pourquoi il n'y a pas le Rogue Squadron dans le Retour du Jedi. Donc la réponse est ça n'existait pas avant. Enfin techniquement ils existaient sur Hoth, mais voilà, ils ont juste fait la bataille de Hoth. Et donc du coup en l'honneur quelque part de leurs camarades disparus et de cet escadron mythique, ils se rappellent les Red Squadron. Ce qui est peut-être déjà arrivé qu'une promotion reprenne le nom de quelqu'un. Oui, tout à fait. On retrouve typiquement en France l'escadrille des cigognes de la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, puisque il y a eu la continuité entre les escadrilles, donc les hommes changent, mais l'âme reste et le symbole aussi. Et donc c'est exactement ça dans Star Wars aussi. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on retrouve plus généralement dans l'aéronautique. Ok, et donc du coup, toi, tout ce côté... un petit peu, je sais plus comment les décrivait, j'avais noté une petite citation de nos amis journalistes. Ouais, l'auteur Jason Fry, qui était un mec qui écrivait sur StarWars.com et qui écrit maintenant des vrais bouquins Star Wars, parlait de Loyal Working Class Heroes, ce qui n'est pas tellement le cas des pilotes de la Première Guerre mondiale, mais tu reviendras peut-être dessus. Et Darren Franish pour Entertainment Weekly, quand il avait fait un article sur le Rogue Squadron et expliquait aussi, parler un peu de ces hommes et ces femmes, un petit peu les personnages un peu normaux, un petit peu au caractère un petit peu comment dire, ouvriers quoi, des gens du peuple, mais un peu des révolutionnaires, des gens qui n'hésitent pas à être un petit peu une force d'élite de la Nouvelle République, mais aussi quelqu'un qui les tient au carreau et une sorte de
force civile finalement. Ça aussi, peut-être qu'on, du coup, ça peut faire la transition vers la Seconde Guerre mondiale, mais il y a beaucoup de pilotes, dont René Fonck, et tu l'expliques dans ton bouquin, qui, dans l'entre-deux-guerres, deviennent des figures civiles. Et c'était le cas de Rogue Squadron, qui devient un peu l'escorte de la Nouvelle République, le symbole, etc. Donc... si tu peux développer sur ces 12 000 sujets que je viens de te lancer à la figure, n'hésite pas. Mais j'adore tes sujets Ça va. Dans ma figure aussi. Oh, c'est chaud ce soir. Mais effectivement, oui, il fait chaud. Il fait très très chaud. Il fait très chaud. Mais la médiatisation dont ils font l'objet, ça crée nécessairement du sacré et ils deviennent des figures effectivement très médiatiques. Et j'ai une petite question par rapport à leurs origines. Est-ce que j'imagine que l'aviation c'était quand même quelque chose qui coûtait cher, donc est-ce que les premiers c'était pas des nobles mais des bourgeois, et pas forcément des héros du peuple comme entre guillemets il dit sur le Rogue Squadron quoi. Alors justement, j'y viens. On a pour les pilotes de l'avant-guerre principalement des bourgeois et des aristocrates, puisque faire du sport c'est déjà un luxe des classes privilégiées, mais alors faire un sport mécanique, là on a encore passé le stade au-dessus. Donc ça c'est pour les pilotes dès l'avant-guerre. Ensuite, la Première Guerre mondiale, et c'est ça qui est formidable avec cette guerre, d'observer un peu comment on crée une classe de pilotes triés sur le volet certes, mais formés au pilotage, quelle que soit leur origine. Ce qu'on recherche vraiment chez eux, c'est les compétences physiques, la jeunesse et l'esprit militaire. Sur cette base, on forme des hommes et effectivement, dans un premier temps, ce sont surtout des gens issus de la cavalerie, donc là aussi d'extraction le plus souvent assez noble, puisque la cavalerie n'a plus d'utilité véritablement, plus de raison d'être dans la guerre de tranchées. Une fois passé ce premier rideau... j'ai joué à Battlefield 1, on peut jouer des chevaux, donc... Ouais, j'imagine qu'en 14 on peut encore le faire, mais en 15 ça doit être un peu plus difficile déjà. Ouais, ça doit être en 14 que ça se passe. Mais donc... En 13, je crois, d'ailleurs, même. Voilà. C'est le prequel. C'est ça, c'est le prequel de la Première Guerre mondiale. Bref, pardon, allons-y. Et donc, c'est passer ces cavaliers qui se retrouvent à bicyclette ou à pied, on a toujours besoin de plus d'aviateurs, de remplacer aussi ces hommes qui sont très vite usés par la guerre dans les airs, puisqu'on monte quand même à plusieurs milliers de mètres d'altitude plusieurs fois par jour, donc ça épuise très fortement les organismes quand on n'a pas encore les cabines pressurisées. Et on a besoin de nouveaux hommes, et c'est là qu'émergent et qu'interviennent cette seconde génération de pilotes, issus pour le coup davantage du rang et des armes moins nobles comme l'infanterie, mais aussi quand même pour une bonne partie des gens issus des armes scientifiques, dites scientifiques, c'est-à-dire l'artillerie, le génie, et donc ces armes qui nécessitent une compétence technique, et notamment mécanique, et c'est là qu'on revient à la fois à mon René Fonck mais aussi à Star Wars, puisque la plupart des pilotes, et même tous les pilotes sans exception, sont des mécaniciens. Et de fait, beaucoup de pilotes ont des compétences mécaniques. Alors, ils sont pas encore de droïdes par contre. Non, ils n'ont pas encore de droïdes, mais ils essaient quand même d'en faire. Ils améliorent sans cesse leurs instruments. Et ils vont, alors s'ils sont d'extraction noble ou bourgeoise, ils sont ingénieurs, mais on a aussi les mécaniciens. Et c'est un des traits marquants de cette aviation dans la Première Guerre mondiale, c'est on a une démocratisation de l'héroïsme à travers ces pilotes. Maintenant, ce ne sont plus seulement les généraux ou les chefs d'État qui font la couverture des journaux, ce sont aussi ces aviateurs qui deviennent les coqueluches du public. C'est génial pour la propagande, ça. Ah, c'est incroyable. Et à la fois dans la propagande dans la Première Guerre mondiale, puisque ça permet aussi de présenter au peuple... C'est ouf, c'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant, parce qu'on va faire une petite page de promo, hein, si vous nous permettez. Ah bah moi je te permets. D'accord, ça tombe bien. Non mais c'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant dans ton bouquin, c'est cette idée qu'au final, on reçoit pas forcément, alors après tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais qu'à un moment de la guerre, les Français en ont déjà plein le cul, et on peut comprendre pourquoi. Et d'un coup les mecs se disent, ok les gars, marketing, on met des aviateurs en couverture, ces mecs sont des putains de chevaliers, les gens adorent ça, c'est des gladiateurs de l'air en plus fancy, parce que quelque part il n'y a pas d'épée, c'est pas du corps à corps, et du coup, d'un coup, l'effort de guerre, ou en tout cas la perception de la guerre change.
Je grossis peut-être un peu le trait, mais c'est ça fondamentalement. Oui, c'est ça. Ça va. Alors, ça ne change pas complètement la physionomie de la guerre. Hein. Faut quand même qu'on rester mesuré, mais effectivement, ça positive significativement le conflit, la guerre dans les airs. C'est un bon moyen de contourner la réalité de la guerre. C'est ça. D'autant que ça émerge en 1916, donc comme tu le disais, à un moment de lassitude et où les gens ont besoin à l'arrière de comprendre pourquoi ils sont en train de faire cet effort et qu'est-ce qui se passe au front. Et plutôt que de leur montrer ces poilus dans les tranchées, là on va leur présenter leurs fils, leurs enfants qui ont une vingtaine d'années. À 27 ans, on est déjà un vieux pilote à cette époque, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Merde, je suis un vieux pilote. Voilà, c'est ça. Et donc un visage jeune, ce sont des héros nécessairement patriotes puisque ils sont, comme on l'a dit, souvent de haute extraction, ou en tout cas ils sont volontaires et c'est aussi pour ça qu'on les a recrutés. Et ça va ainsi permettre de soutenir cet effort de guerre et voilà, que les civils à l'arrière sachent pourquoi ils se battent, pourquoi ils tiennent encore. On voit facilement, je trouve, le parallèle avec les rebelles, mais d'un autre côté, est-ce que dans l'Empire, on a dans Star Wars des images de pilotes en fait, impériaux? Ouais, il y avait beaucoup ça dans l'ancien univers étendu, et notamment on va dire dans les antagonistes du Rogue Squadron, il y a aussi toute cette mythologie d'As, qui en fait, le nom est jamais prononcé en fait dans un film. Même Poe Dameron, c'est pas un ace, tu vois. Peut-être ils disent ace pilot, mais plus au sens de l'adjectif, quoi. Et du coup, on va pas avoir ce titre, alors que dans l'Empire, il est revendiqué dans l'ancien univers étendu. Et encore dans Rebels, même s'ils n'utilisent pas le terme, donc Rebels est une série canonique d'animation où il y a un personnage qui a un uniforme de pilote impérial. Donc déjà, après, il y a ce truc assez intéressant, c'est que du coup, il y a des as. Mais le principe de l'Empire et de ses uniformes, c'est qu'il anonymise complètement les personnages, en fait. Donc tous les pilotes qu'on voit de l'Empire, ils ont des casques de Stormtrooper en plus. Effectivement, donc ils ont des casques, donc il a le même uniforme, mais il va avoir des bandes. Alors du coup, j'ai perdu le nom du personnage, mais dans l'ancien univers étendu, ce personnage, c'était des bandes rouges. Et là, donc rouge, voilà, on y revient. On y revient. Et on reste dans les codes couleurs de l'Empire. C'est ça aussi, et ça tombe bien. Et du coup, là, dans Rebels, c'est des bandes jaune et le personnage est redoutable parce qu'il pilote déjà un TIE Interceptor qui du coup est pas tout à fait, à l'époque est l'avion dernier cri, etc. Donc oui, il y a déjà eu ce truc là, et moi ce qui m'a toujours fasciné, parce que j'ai toujours été fasciné par l'aspect aviation, ayant grandi dans une famille où mon père et mon parrain faisaient plein de maquettes, avaient des bouquins là-dessus, Mach 1, l'encyclopédie de l'aviation, des trucs comme ça qui traînaient chez ma grand-mère. J'étais toujours fasciné, et du coup quand je revenais à Star Wars, c'était forcément ce que je voyais aussi autour de moi qui attirait mon esprit, et du coup j'avais commencé à faire des recherches un petit peu sur donc les rebelles, je vois bien, parce que quand même ils sont un peu les stars de plusieurs moments du film, les batailles spatiales, moi j'ai toujours kiffé, c'est à ce moment là que finalement c'est héros, parce que c'est sûr que du coup par rapport peut-être certains sont nobles, on ne sait pas trop, etc., mais je veux dire, dans Rebels t'es forcément une sorte de working class quand t'es face à des Jedi ou des mecs dont la destinée implique toute la galaxie, quoi. Eux, c'est des hommes du peuple automatiquement. Du coup, je m'intéressais beaucoup aux rebelles, et puis après, je me suis dit, mais comment ça se passe de l'autre côté, parce qu'un TIE Fighter, ça a l'air quand même galère à piloter. Et du coup, c'est marrant qu'ils avaient développé toute cette mythologie pas rétroactivement, mais un petit peu, c'est-à-dire que dans les films, on ne nous parle pas de la technologie, comment ça fonctionne, etc. C'est souvent inné, il y a très peu d'expositions sur comment marchent les choses dans Star Wars. Ce qui fait qu'on a des débats du style, est-ce que c'est magnétique, est-ce que ça devrait tomber sans gravité, etc., etc. Mais du coup, on sait, grâce à des petites encyclopédies, des trucs, qu'ils ajoutent toujours du storytelling à côté de ça, et notamment, on sait que les TIE Fighters n'ont pas de bouclier. Et du coup, il y a ces affiches de propagande, je crois qu'on les trouve encore dans des bouquins, il y a des bouquins de propagande Star Wars qui sont édités par Lucasfilm avec des affiches rebelles versus Empire. Et du coup, il y en a une qui est très bien, mais je sais pas si c'est un truc officiel, mais que je trouve très vrai. Et du coup, c'est No Shield, All Guts, et avec un pilote qui est posé sur son TIE Fighter, tu vois. Et c'est en mode, les mecs sont complètement suicidaires, mais finalement tirent une certaine fierté à l'idée de dire notre vaisseau a pas besoin, en fait, tu vois, de bouclier. Et alors que, quelque part, là on peut faire le lien avec la Première Guerre mondiale, on est, au fait, du côté des pilotes rebelles, on les connaît, ils sont identifiés, ils ont des noms, ils ont donc il y a Red 2, etc., mais derrière il y a toujours un nom, et les encyclopédies développent toujours à mort leur backstory, et ils ont pas qu'une moustache pour les identifier, quoi, et leur casque, comme tu disais Damien, à l'inverse de l'Empire d'ailleurs. Mais donc
Alors que du côté et aussi leur vaisseau, il est personnalisé, ils ont leur droïde, il va avoir des modifications comme les Y-Wing qui sont des vieux vaisseaux dont ils dépouillent les réacteurs pour que ça soit moins lourd, etc. Enfin, il y a tout ça qui rajoute tous ces petits détails comme ça dans le storytelling des encyclopédies, ce genre de trucs. Et après, du côté de l'Empire, à l'inverse, les mecs se disent en fait, faut qu'on protège nos vaisseaux, donc faut qu'on protège nos tranchées, faut qu'on protège notre artillerie. Donc on a 72 TIE Fighters par Star Destroyer. On peut pas tous leur équiper de boucliers, donc au final c'est la machine de guerre impériale qui dit en fait on est sur la masse quoi. Et quelque part il y a ce débat super intéressant qui lui est canonique avec l'amiral Thrawn qui est cette espèce de, lui pour le coup je sais pas trop s'il est noble ou quoi, mais il a cette espèce de splendeur un petit peu immaculée de dire ok moi j'ai un plan, et en fait lui s'oppose à l'Empire qui dit ok l'Empire, il y a une partie de l'Empire qui est fan de l'étoile noire en bas c'est l'arme ultime, et lui il dit non il faut juste une flotte avec v'là les chasseurs, v'là les vaisseaux partout tout le temps en fait. C'est le meilleur moyen en fait, concentrer toutes nos forces à un endroit c'est le meilleur moyen de perdre. Moi je pense qu'on devrait être là-dessus tu vois. Et ça il y a plein de petits finalement éléments de narration comme ça dans Star Wars qui font que t'as l'impression que les vaisseaux et la guerre spatiale elle est quand même hyper importante c'est pour ça que ça m'a toujours fasciné aussi dans le comment dire, dans le suivi, dans le cours que prend cette histoire qu'a inventé George Lucas quoi. Et c'est pour ça que ça me rappelle souvent la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale, parce que c'est ancré dans des réalités militaires plus ou moins fortes. C'est-à-dire que Lucas visionnait des images, on va en parler juste après, peut-être que les mecs qui écrivent des encyclopédies sont super fans d'aviation et arrivent de temps à autre à faire mettre telle ou telle référence. Il y a quand même des trucs qui sont assez évidents. Là par exemple Rian Johnson sur Star Wars 8, lui il est super fan des films d'aviation de la Seconde Guerre mondiale et aussi des documentaires comme le Memphis Belle, etc., où ils embarquent dans un B-17. Très clairement les bombardiers du début du film c'est des B-17, c'est 100% la même chose, et il avait dit que 12 O'Clock High était l'une de ses influences, et on comprend pourquoi, parce que ça commence sur des bombardiers avec cette espèce de trauma de les voir être abattus les uns derrière les autres quoi. Ce qui était le cas au-dessus de l'Allemagne. Mais ça c'était la Seconde Guerre mondiale, et on vous embrouille avec nos petits trucs historiques. Alors voilà, t'avais fini Damien sur le Rogue Squadron, la perception. Ah, on n'a pas parlé du rôle civil peut-être, c'était un élément intéressant. Oui, tout à fait, parce que pour le coup là il y a des choses à dire aussi. Oui. De ces pilotes qui sont donc dans la guerre, qui émergent comme des héros et qui donc prennent une envergure après, on en retrouve beaucoup dans la Première Guerre mondiale. Donc, qui, dans l'entre-deux-guerres, vont faire des choses, notamment en lien avec l'aviation civile. C'est eux qui, globalement, contribuent à développer l'aviation commerciale telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, qui en pose les bases. Et qui vont prendre des fonctions politiques puisqu'ils sont extrêmement célèbres et bénéficient donc d'une notoriété certaine. Donc en France, vous devinez qui il y a, on a René Fong, typiquement, voilà, qui donc devient député, qui tente une traversée de l'Atlantique, mais si on veut regarder du côté de l'Allemagne, on a des gens comme l'as Ernst Udet qui devient une star de cinéma et puis qui termine chef de la Luftwaffe, se suicidant en 1941, ou tragique destinée. Voilà, ou peut-être plus tragique encore, Hermann Göring, qui lui aussi est un as de la Première Guerre mondiale et qui prend véritablement une envergure politique importante avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, dont il devient le ministre de l'air, puis président du Reichstag, etc. Enfin, on ne va pas détailler ces titres, mais qui clairement est un instrument puissant de propagande pour l'appareil nazi, et lui-même veut faire de l'Allemagne une nation d'aviateurs, comme il le dit, et ainsi faire de ce peuple d'élite qu'est l'Allemagne un peuple d'aviateurs supérieurs s'élevant au-dessus des airs. Donc on retrouve très nettement des pilotes qui en plus pendant la Première Guerre mondiale ont gagné très rapidement en galon et ont été couverts de récompenses et qui deviennent ainsi des hauts militaires. Globalement, en France et en Allemagne, pour s'intéresser qu'à cela, l'essentiel du haut commandement des armées de l'air à l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale sont des anciens as de guerre, des anciens pilotes, et donc généraux, plusieurs étoiles. Et par contre, cela reste au sol, au contraire du général Kenobi, qui lui est toujours au combat, bon pied, bon oeil. Donc là, mais est-ce que du coup ça fait pas écho un petit peu à la destinée qu'on a encore en suspens parce que le 9e épisode n'est pas sorti, mais de Poe Dameron qui est cette espèce d'as ultime,
prendre l'ampleur, tellement bon quelque part dans ce qu'il fait, aussi un peu angélique dans le côté j'arrive, peu importe les morts autour de moi, j'ai accompli la mission. Et finalement on le rappelle un petit peu à l'ordre en mode déjà t'es un symbole, donc ça serait bien que tu ne meurs pas tout de suite, et accessoirement il y a une armée à commander et on est de moins en moins quoi. Ça t'a rappelé aussi un petit peu ce sur quoi tu as écrit? Oui, tout à fait. Sur les pilotes notamment qui sont le plus décrits comme les fonceurs, des têtes brûlées et cette image. Happy flyboy. Voilà, c'est ça. Ces fous volants qui sont avec des vestes en cuir, comme d'ailleurs dans le film. Ah, la fameuse veste en cuir de peau d'avoine. Voilà, exactement. Des tombeurs de femmes. Là aussi, tous les clichés en fait des aviateurs de la Première Guerre mondiale qui s'affirment dans l'entre-deux-guerres, on les retrouve là aussi dans Podameron, qui est vraiment ce concentré d'as de guerre. Qui au final avait perduré aussi à travers le XXe siècle, et on le retrouve aussi dans Top Gun, typiquement, c'est la même. D'ailleurs, l'influence du mec qui a développé Rogue Squadron, c'est Star Wars meets Top Gun. Ah, voilà, très bien. On est full circle, on va parler de Tom Cruise maintenant. Voilà. Est-ce qu'on fait la petite transition du coup par rapport, on parle quand même déjà pas mal de l'entre-deux-guerres et du début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on passerait pas à la petite partie 2, mon cher Damien, où tu avais un truc hyper important à dire, un super parallèle à nous sortir de ton chapeau? Non, on peut en parler de toute façon dans la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, j'imagine. Voilà, je te suis. Ok. Donc là je reprends un petit peu la main, c'est un peu plus mon domaine. Du coup moi je voulais commencer, on l'a dit, George Lucas, donc du coup inspiré comme les gamins de son époque, Spielberg et consorts, par la figure de ces aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, et le père de Spielberg était dans un B-17 d'ailleurs, pour l'anecdote. Très bonne série en 3 épisodes. Five Came Back sur Netflix si vous voulez voir. 5 réalisateurs américains dont John Ford et d'autres très grands de l'histoire d'Hollywood qui ont filmé la Seconde Guerre mondiale, et présentés par Spielberg et d'autres gens qui automatiquement, si vous connaissez un petit peu en quoi la Seconde Guerre mondiale, mais de toute façon à l'issue de ce podcast vous connaîtrez tout, mais en quoi la Seconde Guerre mondiale a influencé Star Wars, et vous allez avoir plein de parallèles à dresser, donc c'est plutôt très intéressant. Bref, après cette petite parenthèse, on peut revenir sur l'une des premières raisons pour laquelle Lucas voulait faire Star Wars. Parce qu'on me dit souvent, ouais, toi t'es fasciné par les petits vaisseaux, les petits militaires, on s'en branle, nous on veut la spiritualité. Eh bien non, monsieur, car voyez-vous, l'une des premières raisons pour lesquelles Lucas voulait écrire et créer Star Wars, c'était de voir des batailles de vaisseaux excitantes dans l'espace. Parce que le problème à l'époque, dans les années 70, c'est qu'on a Flash Gordon, qu'à la base George Lucas veut adapter, et n'arrive pas à sécuriser les droits, donc il crée son propre Flash Gordon, que deviendra Star Wars. Mais on a donc du coup Flash Gordon, mais il trouve ça assez mou, et on a Star Trek. Et si vous vous souvenez bien des batailles spéciales au niveau de la mollesse, Star Trek on est loin. C'est ça mal. C'est que sur Star Trek, alors désolé pour les Trekkies qui nous écoutent éventuellement, qu'est-ce que vous foutez là, du coup je visualise, y compris dans ceux d'Abrams qui sont censés un petit peu dynamiser tout ça. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir que quelque part les séquences de dogfight de The Force Awakens, c'est quand même pas mal. C'est qu'on a ces espèces de vaisseaux qui se tournent pas vraiment autour, c'est plus à distance, et qui se pilonnent mutuellement, un peu comme le ferait finalement des navires. En fait, c'est l'analogie que je faisais, c'est qu'au final, quelque part, les croiseurs et les gros vaisseaux de Star Wars, c'est pas des bateaux en fait, c'est juste des gros avions ou des avions qui porteraient des avions, ce qui est l'une des idées, je crois, de René Fonck à l'époque. Tu expliques dans son bouquin qu'il visualise déjà l'héliporteur du Shield de Avengers. C'est ça, exactement. Voilà, le mec était dans le turfu. Et j'espère qu'il imaginait un truc un peu plus stable qu'un héliporteur, parce que ça se sent pas à tomber. Visuellement, enfin j'espère pour lui. Mais bref, donc visuellement, il faut effectivement penser à Star Wars et Star Trek sur deux choses très différentes, et du coup l'analogie peut être, il y a un truc c'est vraiment des avions, et l'autre c'est plutôt des bateaux dans l'espace, quoi, avec du coup l'espace comme mer et pas comme juste cieux ou air. Bref, du coup il a vraiment envie de créer tout ça, et donc du coup il veut voir en fait des vaisseaux qui échangent des tirs
tout en continuant à bouger. Parce que c'est vrai que typiquement, il y avait aussi les moyens de l'époque, mais par la suite, ça a un petit peu cristallisé ce qu'on voit dans Star Trek. C'est-à-dire que même dans les trucs modernes ou Star Trek Discovery, les séries ou les films les plus récents, les vaisseaux se tournent pas méga autour de ouf. Il y a quand même cette super scène sur sabotage dans Star Trek Beyond, mais on n'est pas non plus dans du Star Wars-like où les mecs vont se tourner, comme tu disais Damien tout à l'heure, les vrilles, peut-être des tirs en arrière parce qu'il y a un mitrailleur de queue, etc. On est sur des plus gros vaisseaux, sur plus d'inertie, plus de lenteur. Et lui, il voulait vraiment voir un truc où les mecs se chassent. Il visualisait vraiment ce truc-là, sans doute parce qu'il était très inspiré par la Seconde Guerre mondiale et que du coup, pour créer cette chose-là et dire aux gens qui font un film avec lui, parce qu'un film se fait pas tout seul et qu'il faut réussir à transmettre sa vision, il va vraiment aller chercher dans les films de guerre et aussi les images d'archives, les banques de données, etc. Donc on dit parfois qu'il a fait un film de 25 heures. J'ai fact-checké mes propres sources. Genre, Lucas a fait un film de 25 heures sur des images d'archives et tout ça pour montrer c'est quoi Star Wars. En fait, l'idée, c'est qu'il a pris 25 heures d'archives au total et de films, etc. Et en fait, il a juste compilé 25 heures, mais il n'en a pas fait un film, il n'y a pas de montage derrière, c'est juste, il a trouvé jusqu'à 25 heures de contenu. Et en fait, donc du coup, quels étaient ces trucs de contenu? Donc, comme on l'a dit, il y a des images d'archives, des trucs de banque de données, donc notamment des images de la bataille d'Angleterre, qui avaient été capturées directement sur place. Il y a aussi forcément des films qui inspirent Lucas. Donc, parmi les deux plus connus, il y a The Dam Busters, donc qui va lui donner l'idée de run successifs contre une installation bien particulière. Donc l'histoire de The Dam Busters, c'est des bombardiers qui doivent aller, qui vont les uns après les autres sur un barrage, donc donc du coup les avions descendent les uns vers les autres et doivent rester très 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 proches du sol, de l'eau, et donc s'exposer à la DCA ennemie. Ça vous rappelle quelque chose? Franchement, je vois pas à quel moment de Star Wars tu me fais penser. Là, c'est au moins 3 moments, ouais, au moins 3 fois, voire 4. Et donc du coup, effectivement, ça lui donne l'idée de ces runs successifs, de passages successifs. Et il y a aussi le Kessel Run. Non, ça n'a rien à voir. Ne parlons pas de Solo. 633 Squadron. Qui lui donne l'idée du couloir, puisque là c'est aussi une histoire de pilote et d'avion, mais cette fois ils se battent dans le fjord. Donc le fjord, c'est gros blocs de glace et dans lesquels ils sont creusés quelque part des canyons, des tranchées. Donc du coup il visualise de plus en plus précisément ce que sera le final de son film. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a même des gens qui vont chercher des inspirations un peu plus loin et qui pensent que même deux de ces inspirations potentielles sont des terrains d'entraînement. Il y a notamment un terrain d'entraînement pour le vol en basse altitude qui s'appelle le March Loop, et c'est au Pays de Galles. Et sinon, il y a le terrain d'entraînement R2508 qui est situé dans la vallée de la mort, là aussi où il y a des canyons et ce genre de choses, qui depuis est surnommé le Jedi Transition ou le Star Wars Canyon par les pilotes qui s'y entraînent pour voler dans des canyons, etc. Donc un peu à la façon, alors j'ai pensé que c'était peut-être là qu'ils avaient filmé certains trucs, mais c'est juste à la façon d'Independence Day, ce n'est pas filmé là, mais vous voyez ce truc des vaisseaux aliens qui coursent les chasseurs dans les canyons de la vallée de la mort. Du coup, ça ressemblait à ça, et il est possible que Lucas, en ayant fait des recherches sur l'aviation, soit tombé sur des images de ce truc-là, ou même ait été, a priori, visité, ça paraît un peu chaud, c'est des terrains militaires, mais rechercher des trucs là-dessus. Donc, tout ça va lui donner des idées. Si vous avez des remarques ou des questions, d'ailleurs, messieurs, n'hésitez pas à m'en poser. Du coup, il a la matière, et il tourne bien sûr le film, et il y a un gros problème de montage pour ceux qui connaissent un petit peu le making-of du premier Star Wars. C'est-à-dire que quand le premier montage est fait, Lucas est épuisé parce qu'en fait il envoie ses rushs pendant des mois et il leur dit ok montez, parce que lui il essaie de faire un tournage qui est catastrophique, etc. Et il revient et c'est de la merde. En tout cas il trouve ça vraiment bien pourri. Donc il va engager des nouveaux monteurs, et c'est là que sa femme Marcia Lucas aura un impact d'ailleurs assez énorme sur le film. On en reparlera peut-être dans un autre épisode teaser. Voilà. Et du coup, vu qu'il manque plein de choses par rapport à notamment cette bataille spatiale qui n'est toujours pas tournée alors que la sortie du film approche, il va montrer le film en ayant remanié son montage, mais aussi en insérant du coup dans les scènes de bataille spatiale avec l'Étoile Noire des images de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi effectivement des sons qui ont été captés de ces fameuses banques de données qu'il a établies. Donc il y a énormément, parce qu'on parle tout le temps du côté quelque part visuel
en quoi les combats de la Seconde Guerre mondiale ressemblent à ceux de Star Wars, etc. Parce que du coup, il y a des bombardiers qui sont escortés par des chasseurs, les chasseurs qui se coursent entre eux, etc. Mais il y a aussi le son. Et donc du coup, il y a pas mal de sons de Star Wars qui sont même directement tirés de vraies images de la bataille d'Angleterre par exemple, et tellement déformés, mais partent d'une espèce d'idée réelle, parce que quelque part quand les gens voyaient des lasers et que ça faisait piou piou piou, ils trouvaient pas ça très réaliste et très engageant. Donc il y a plein de choses qui vont être modifiées dans le montage forcément, mais aussi du coup dans le son, le montage son. Et on se retrouve avec un Star Wars qui va être montré, je crois à l'époque à Spielberg, Coppola, enfin tous les copains de Lucas, et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que en fait t'as le film et des fois t'as des morceaux, des crayons, il y a même un schéma je crois à un moment et tout, donc les mecs sont là en mode on n'arrive pas à savoir ce que c'est en train de faire malgré tes images de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est de dire à quel point c'est hyper proche, c'est-à-dire que le gars a quand même fait un premier, enfin pas vraiment un premier, mais on va dire un deuxième montage de Star Wars où il y a directement des images de la Seconde Guerre mondiale à la place des séquences qu'on connaît, donc c'est quand même un immense délire. Et donc il va remonter sa propre compilation de dogfight pour arriver à un consensus quelque part, et il va montrer tout ça à John Kistra, qui est spécialiste des effets photos du premier Star Wars. Donc là je suis revenu en arrière, j'ai oublié de le dire, mais tout ça c'était en 75, donc du coup il est revenu à tout ce qu'il avait montré au directeur photo en disant on avait tout ça, on va pouvoir le faire. Les gens comprennent pas, même si on met des images, donc il faut qu'on le fasse nous-mêmes, et donc c'est là que sont inventées plein de choses, et notamment un système de caméra qui fonctionne en fait d'après les plans de la compile qu'avait fourni George Lucas, et qui est créé comme ça pendant le tournage, c'est-à-dire qu'ils ont visualisé, ils étaient là, ok, donc là Lucas il a mis tel genre de plan, on est dans le cockpit d'une tourelle, plan typiquement Star Wars, ok, donc le plan d'après, il y a l'avion qu'on voit passer dans le champ, alors comment on fait ça avec des maquettes, etc. Donc les gars, on retrouve un petit peu le côté technique, le côté un petit peu mécanicien dont on parlait tout à l'heure, mais appliqué à Hollywood, avec des types qui du coup inventent un système de caméra et de tournage quelque part pour restituer la vitesse des engins et le côté un petit peu nerveux des dogfights de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que j'ai fait un petit peu près le tour sur un petit peu les origines de tout ça, et bien évidemment derrière, il y a énormément de choses à cultiver. Tout ce qu'on a dit sur la Première Guerre mondiale, ou presque, est aussi valide sur la Seconde Guerre mondiale, puisque du coup, l'aviation devient encore plus importante. Damien, tu parlais des bombardements qui vont avoir un rôle crucial sur la victoire contre l'Allemagne, puisque on a ces fameux B-17 qui sont envoyés par centaines sur les usines allemandes pour paralyser un petit peu la machine de guerre. Ce qu'on peut retrouver très bien dans Star Wars quand ils vont attaquer, par exemple dans Rebels, des usines ou des points stratégiques et tout. Il y a de toute façon des designs aussi, je sais pas s'il y en a qui vous viennent forcément à l'esprit, mais par exemple le Faucon Millennium a le cockpit d'un B-29, un bombardier américain, et bien entendu, là on rentre peut-être un peu plus dans la symbolique, plein d'outils, de la même manière que les As étaient un peu devenus des symboles, mais ça peut être intéressant, Damien, de te faire revenir dessus, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale utilise les As, il y a un petit peu de technique, ce sont des mécaniciens, il y a aussi les appareils, j'imagine, qui sont mis en avant. Aujourd'hui, ce qu'on retient, je suis incapable de citer un seul pilote de Spitfire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à part Tom Hardy dans Dunkerque. Je sais même pas s'il pilote un Spitfire, cela dit. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle par contre du Spitfire, de cette espèce de... Voilà, on est dans un truc industrialisé, et du coup, il y a ce véhicule qui est presque plus légendaire que son pilote, qui symbolise, enfin qui va symboliser dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la résistance britannique. De la même manière que le X-Wing, en tant que vaisseau qui a un bouclier, qui a la capacité de passer en hyperespace, etc., contrairement à taille, est un peu le symbole de la résistance rebelle. C'est un appareil qui est prodigieux, piloté par des pilotes prodigieux certes, mais c'est la vue de l'appareil et pas la couverture avec un pilote qui fait que les gens se sentent en sécurité ou inspirés par tout ça. Et donc je trouve ça super intéressant. J'imagine que le véhicule devient plus important à partir du moment où il est produit en masse, où c'est une fierté nationale de fabriquer des avions, et c'est moins la figure du pilote que la capacité de production du pays en fait qui doit être mise en avant, je pense. Clairement, et puis le nombre de victoires
qu'on peut obtenir en une journée aussi maintenant n'est plus du tout dans la même proportion qu'avant, ce qui est lié à la massification. C'est quand on a des pilotes à plus de 200 victoires, au bout d'un moment, on commence à... ça devient trop facile. Ouais. On va plus l'appeler As parce qu'il a tué 5 types. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis c'est plus dur aussi d'abattre des cibles. J'imagine. Je sais pas. Dans la Première Guerre mondiale ? Dans la Seconde Guerre mondiale. Plus dur, oui et non en fait, parce que vous êtes, il y a plus d'avions dans les airs, donc plus de chances de tuer, mais aussi d'être tué. Donc au final, ça revient à peu près à la même chose. Ça revient à peu près à la même chose. Mais avec la massification, et c'est clairement ça l'élément déclencheur, on a ainsi une désacralisation de l'as, puisque du coup plus de pilotes, c'est aussi plus de gens qui savent ce que c'est un avion. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements, l'avion, ça devient aussi cet instrument de terreur absolu et non plus cet objet qui fascinait avant la Première Guerre mondiale. Et là, on a un changement du rapport à l'arme qui, à mon sens, est essentiel, alors qu'on a des villes comme Dresde qui ont été complètement rasées, par exemple, et que le Blitz en Angleterre a traumatisé les populations. Donc, on se focalise désormais beaucoup plus sur cet avion engin de destruction que le pilote, cet incroyable héros qui est capable de maîtriser cette bête. Puis du coup, c'est engin de destruction contre engin de contre-destruction, quoi, en disant l'Allemagne et sa Luftwaffe qui a ça, nous on a le nouveau chasseur, par exemple l'introduction du B-17 et la légende pourquoi des réalisateurs ont été filmés des bombardements entiers à l'intérieur de ces trucs-là, c'est parce que des putains de forteresses volantes, c'était leur surnom, et que à l'époque on savait même pas, on a fait plus gros même au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais dire quand ces trucs-là décollent et deviennent une espèce d'instrument ultime de la victoire pour endiguer l'industrie allemande par exemple, ça devient quelque part là aussi anonyme, c'est-à-dire que c'est un équipage en fait, pas juste une personne en particulier. Il y a un exploit collectif c'est plus du tout la même chose, mais on retrouve dans Star Wars en tout cas cette fascination pour la technique, quoi, quelque part. Le X-Wing symbolise l'espoir. Le TIE Fighter en basse, en nuée, ça représente vraiment l'arrivée. Enfin, moi je pense TIE Fighter, c'est direct le moment où ils sortent du ventre du Star Destroyer, et c'est vraiment la grosse bestiole qui vomit les tout petites bestioles qui viennent t'emmerder, quoi. Et j'aurai une question sur ça plus tard, mais il y a peut-être aussi un côté un peu moins, entre guillemets, le terme n'est pas encore bon, mais kamikaze dans les pilotes, c'est-à-dire que les avions sont peut-être plus fiables, et il y a moins ce côté où, ne serait-ce qu'au décollage, n'importe quel avion peut exploser, donc les pilotes sont peut-être moins de risques en fait. Je pense sur des vols d'essai ou des trucs comme ça qui avant devaient être meurtriers. Oui, ils sont moins soumis aux aléas techniques. Et là, clairement, ils sont moins soumis aux aléas techniques, et en même temps on a progressé aussi sur la manière d'envisager l'arme. C'est-à-dire que dans la Première Guerre mondiale, par exemple, les Français n'avaient pas le droit d'embarquer des parachutes, puisqu'on craignait qu'ils allaient ainsi se défiler trop rapidement. Donc là, pour le coup, vous étiez touché, vous étiez mort. Là, c'est clairement plus le cas dans la seconde. Ce qui est aussi le cas dans l'espace. Ce qui est aussi le cas dans l'espace. Pour le coup, vous êtes touché. Et c'est un truc que j'ai trouvé assez marrant dans Star Wars, dans les revoyants, c'est que vous êtes touché, vous explosez tout de suite. Alors que, justement, c'est encore une des chances des vrais pilotes, entre guillemets, c'est que même si votre appareil est en feu, vous avez encore une chance de vous en sortir, comme ce super amérissage que Dunkerque veut nous montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, mais c'est assez hallucinant de voir comment les Anglais sauvent le monde et donc arrivent même à amérir comme ça au calme sur la Manche. Mais la parenthèse fermée, clairement on a cette transformation du rapport et la prédominance désormais des bombardiers sur les chasseurs, même si on a encore des as dans la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un comme Galland par exemple ou Pierre Klosterman restent des personnes assez célèbres, mais pour un temps très court, puisque dans la mémoire collective c'est bien les bombardements qui traumatisent les populations, puisqu'ils incluent dans le conflit l'ensemble des civils et dans ce qu'on a appelé le processus de totalisation de la guerre. Et peut-être même par rapport à la propagande, je pense qu'en Première Guerre mondiale on utilisait l'image des pilotes parce que ils étaient plus beaux que les gueules cassées et tout ça. Là les GI reprennent peut-être cet aspect du soldat que tout le monde peut devenir et aspire à devenir.
plus que les pilotes, je pense. Oui, certainement. Pour le coup, là, on s'éloigne de mes terres, donc j'aurais du mal à avoir un regard tout à fait complet. Mais oui, il y a aussi cette dimension-là, aussi du résistant, si on pense à la France, mais même à d'autres pays, de cette figure de l'ombre qui travaille pour, de façon isolée, parvenir à surmonter le totalitarisme. Il y a aussi cet aspect-là qui n'était pas dans la Première Guerre mondiale. Mais est-ce que du coup, les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, mais je pensais à Star Wars, donc les pilotes de Star Wars sont pas un mélange quelque part entre ces idéal résistants, l'armée des ombres, voilà, qui va avoir cette base secrète, opérer dans des réseaux secrets, tenir ces informations d'espions, Botan entre autres, etc., sortir comme ça de l'espace en frappant avec un groupe très limité d'engins ou d'hommes, et en même temps, et du coup une espèce de mix entre ce qu'on pourrait attendre de l'as de la Première Guerre mondiale en termes de mythe, et dans des termes plus tactiques, ou en termes simplement d'agissement, en fait, tiennent plus d'ailleurs on les appelle à l'époque du coup de la nouvelle trilogie, le groupe de Leia, c'est littéralement c'est la résistance, c'est plus l'alliance rebelle, quoi. Donc c'est vraiment encore plus prononcé dans ce mix entre les deux guerres, peut-être. Je sais pas, ça vous parle? Oui, moi ça me paraît assez net, d'autant que voilà, il y a toujours cette représentation dans la première mais aussi dans la seconde des pilotes qui sont supposément seuls face à une dizaine d'adversaires. Potentiellement ils sont plutôt en escadrille, mais quand on en parle, ils sont toujours seuls face à 10 autres, et on réussit à en faire tomber 3 d'un coup, incroyable. Et donc cette représentation de la personne isolée face à un adversaire, c'est David contre Goliath, et là aussi ça permet cette fusion des représentations entre résistants et pilotes. Carrément. Moi j'avais une petite question par rapport aux kamikazes japonais. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de culture japonaise dans Star Wars, mais est-ce qu'il y a des exemples dans Star Wars de kamikazes, à part le seul auquel je pense, c'est Finn en fait, à la fin de l'épisode 8, qui est prêt à se sacrifier avec son appareil pour détruire quelque chose de plus gros. Mais est-ce qu'on en a dans Star Wars Moi je pensais à ce fameux Green Leader qui percute le Star Destroyer dans le Retour du Jedi, où t'as cette fameuse réplique intensifier le feu des postes avancés, et le mec est touché et tu sais part en vrille et arrive au milieu de la cabine, et du coup le croiseur tombe. Ouais, mais c'est malgré lui. Ouais, donc, c'est plus un dommage collatéral. Toi, il a pas une mission suicide en avion. Ouais, non, effectivement, je sais pas si tu me poses Finn, ça m'avait particulièrement marqué. Là, je me suis dit, ça y est, le vent divin, on y est, quoi, on y va. Et j'étais presque déçu qu'il rentre pas dedans, en fait. Mais non, sinon, j'ai pas d'autres évocations. Non, mais effectivement, après, est-ce que c'est une tactique viable, en fait, dans Star Wars? Parce que c'est pareil, c'est qu'on utilise souvent nos référentiels à nous, et d'autant plus que, comme on l'a vu sur la Seconde Guerre mondiale, tout ça part d'une réalité historique, puisqu'on a un Lucas qui va manger des images réelles, en faire une sorte de, comment on appelle ça, de patron pour son film, une sorte, du coup, ensuite un moyen de filmer, puis un moyen de présenter à ses amis, quand il n'a pas encore tous les effets spéciaux, ce que sera le film. Donc la réalité, elle est finalement pas très loin, même si c'est Star Wars et est censé se passer dans une galaxie lointaine. On est quand même en droit d'imaginer que du coup, s'il est influencé par les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale, il y a peut-être des kamikazes à un moment ou un autre, mais on est aussi du coup dans une approche un peu différente de la guerre dans Star Wars. Et je regardais une super vidéo d'ailleurs qui s'appelle The Last Jedi Explain ou Fix Space Battles sur YouTube tout à l'heure, dont je t'ai parlé, Damien, en off, où il expliquait qu'en fait il faut revenir en fait à l'idée que la technologie centrale, en fait, c'est pas voler dans l'espace. Pour Star Wars, c'est voler dans l'espace avec un bouclier. Et en fait, pourquoi les gros vaisseaux, contrairement à Star Trek, sont toujours rapprochés, c'est que de loin ils peuvent pas pénétrer leur bouclier. C'est très clairement ce qu'on te montre, et ça devient un élément même du scénario de The Last Jedi. Il faut à se rapprocher pour pouvoir pénétrer leur bouclier, et ça te montre aussi l'utilité finalement même d'un seul véhicule comme celui de Poe Dameron. S'il n'y a pas une escorte sur un Dreadnought, il peut arriver à le blesser, parce que lui, en tant qu'objet physique, ça c'est une règle assez générale dans Star Wars, c'est que les objets physiques arrivent à pénétrer les boucliers, des droïdes de l'épisode 1 à Poe Dameron dans l'épisode 8, contrairement aux blasters. Donc du coup, faut tout repenser autour du bouclier, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, du coup les kamikazes ou par exemple des drones,
ça serait idéalement peut-être la meilleure technique pour faire tomber un truc, tu vois, juste envoyer de la masse physique sur un gros vaisseau ennemi. Ouais, mais on peut peut penser menace Phantom nous a prouvé, c'est que les Gungans c'est plus fort que des robots et des droïdes. Donc c'est ça. Non mais il y a toujours aussi faire confiance à des droïdes dans l'espace. C'est pour ça que je pense qu'on revient toujours. Ils en parlent beaucoup dans les derniers films. Il y a les artbooks derrière Damien, mais ils en parlent beaucoup dans les derniers films qui prolongent cette idée-là de dire il faut que ça fasse penser au combat de la Seconde Guerre mondiale. Il faut revenir un petit peu. On revient pas au film lui-même, mais généralement aux influences de George Lucas. Et à chaque film, il cite un truc qui est une influence majeure de George Lucas. Donc par exemple notre ami Gareth Edwards qui est super influencé par Full Metal Jacket pour faire Rogue One, sachant que Lucas aurait dû réaliser Apocalypse Now, on est dans des références visuelles communes, tu vois. Et donc du coup il y a ça aussi à chaque fois. Et donc je sais même plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça? Quelle était ta question? Pour les kamikazes, ouais. Mais donc du coup ils essayent toujours de revenir. Et ils parlent toujours comme ça dans l'artbook de référence et de pourquoi faut que ça y fasse penser. Mais il y a toujours, tu sais, cette espèce de barre qui est posée en disant si à un moment on l'a franchi, les gens vont faire ce que font souvent des gens devant un nouveau truc de Star Wars, c'est genre pourquoi les gens l'ont pas fait avant. Et du coup pour répondre à ta question des kamikazes et embrayer aussi là-dessus, c'est l'exemple de l'amiral Holdo qui se sacrifie en passant en hyperespace, c'est techniquement une kamikaze, tu vois. Et en plus, j'y avais pas pensé parce que en fait, vu la taille de son vaisseau, mais effectivement, c'est une destruction de masse. Surtout qu'en plus, si tu penses que c'est pas un vaisseau, enfin que c'est pas un bateau, mais un avion, juste un gros avion contre le plus très 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 gros avion de Snoke. Et au final, c'est assez évident que là, elle se sacrifie, même si techniquement, elle a pas. Voilà, c'est pas prévu avant qu'elle le fasse, mais c'est plus de l'improvisation. Mais du coup, il y a un truc marrant le fait que les kamikazes ils faisaient ça parce qu'ils avaient des galères de carburant et que c'est ce qui arrive au vaisseau dans Star Wars. Là il y a peut-être un truc à trouver avec Rian Johnson aussi, mais c'est vrai que c'est toujours marrant de se dire en fait on peut créer, et c'était un peu mon idée pour l'octro, donc on y vient tout doucement, mais c'est de dire on peut toujours essayer de créer autour des trucs différents petits morceaux d'aviation et de se dire il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, qu'on ajoute tel ou tel truc, mais ce qui sert de référentiel globalement aux gens, c'est le premier Star Wars, et le premier Star Wars c'est la Seconde Guerre mondiale. Et du coup quand tu dis faudrait mettre des drones, quand je dis ça, ou que tu dis les Gungans ils gagnent quand même sur les droïdes, c'est que je pense qu'il y a cette espèce d'idéal presque un peu encore chevaleresque dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'idée que Seconde et Première Guerre mondiale, on est quand même encore dans une culture quelque part du héros. Et alors que plus le temps passe et plus on est dans une armée professionnelle qui va tirer à distance, qui va faire des frappes éclairs sans vraiment de héros identifiés, mais plus de manière anonymisée jusqu'à ce que les humains ne fassent eux-mêmes plus la guerre. Donc Star Wars, j'ai du mal à imaginer ça, même si dans l'ancien univers étendu on avait des TIE drones et ce genre de trucs. En fait, ça marcherait pas beaucoup. Moi j'aurais du mal à voir des drones vraiment comme on les voit maintenant dans Star Wars. Au seul fait que j'ai toujours l'impression que les droïdes en fait dans Star Wars ils ont jamais pour vocation de remplacer des humains ou des aliens, ils sont toujours là en soutien en fait. Et à aucun moment t'as à part dans la menace fantôme, mais on voit que ça ne marche pas, que les robots remplaceraient les humains. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il y a toujours, malgré l'idée que Star Wars avance et l'aviation aussi, il y a quand même cette idée que il y a un truc qui doit stagner, tu vois, dans l'idéal que ça véhicule, et on peut pas montrer l'aviation d'aujourd'hui comme les vaisseaux, des batailles de vaisseaux spatiaux qu'on voit par exemple dans la RDSF. Techniquement, c'est du calcul en fait. Visuellement, ça serait pas très intéressant. Visuellement, c'est pas très intéressant, mais on en revient du coup à pourquoi c'est resté sur la Seconde Guerre mondiale. C'est que Lucas, il dit la Seconde Guerre mondiale, quand je regarde des films ou des images d'archives, c'est intéressant, c'est palpitant. Et c'est vrai, franchement, aujourd'hui, là, moi, je viens de terminer la semaine dernière Five Came Back. D'ailleurs, j'ai enchaîné sur des reportages. Techniquement, c'est des films de propagande. Faut les appeler comme ça. Ils les appellent comme ça aussi dans le documentaire, rassurez-vous. C'est des films de propagande où tu peux pas te dire que c'est réel en fait. C'est-à-dire que ce qui est bizarre pour ma génération, et c'est peut-être complètement con ce que je veux dire, c'est que pour moi c'était Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait quand les mecs sont en truc, ils sont là, ok, on a un Allemand qui arrive à 9 o'clock et tout, et les mecs commencent à mitrailler, tu te dis, là les mecs sont en train de le faire en vrai, sont dans les airs, et il y a aussi une image qui est hyper forte, et que je crois que Spielberg en parle justement dans le documentaire, parce qu'à un moment il y a un B-17 qui est en train de faire des vrilles et de tomber et s'écraser sur le sol, et t'as juste l'impression que c'est chorégraphié tellement le truc est
beau quelque part en fait dans sa façon dans sa façon de s'écraser au sol, et les mecs sont là à compter les parachutes et tout, et toi tu te dis en fait c'est juste, ça avait juste complètement pas de sens. En plus la façon dont il t'explique le plan, c'est tout aussi débile que le plan de Poe Dameron, de Holdo, de tous les plans de Star Wars. C'est-à-dire que les mecs envoient 120 trucs et ils savent qu'ils vont se faire pilonner la gueule, il y en a 20 qui volent à vide parce qu'il faut que ça détourne les Allemands à tel endroit. Enfin, c'est toujours des histoires qu'on voit aussi un petit peu dans Star Wars, de dire ok, il y a un groupe qui va faire diversion, l'autre qui va pousser sur le bouclier, ce qu'on a vu dans Rogue One. Je sais pas si t'avais revu tout le film, ou au moins cette séquence d'Amiens, qui pour moi, la bataille spatiale de Rogue One, elle revient super bien là-dessus, déjà parce qu'ils ont utilisé les maquettes et un peu la même façon, enfin ils ont utilisé les maquettes pour les scanner digitalement et avoir cet effet maquette sur des effets spéciaux qui, moi je trouve complètement con, c'est une perte de temps totale, mais ça se voit. Enfin, je trouve que les vaisseaux de Rogue One ont l'air de sortir d'un film d'il y a 40 ans. Ça leur donne un poids. Ouais. Et c'est important du coup que n'a pas un modèle purement 3D. C'est que vu qu'il y a un modèle physique au départ, tu sens qu'il y a de la matière et des espèces de petits détails et de, comme tu dis, de poids, d'inertie qui fait qu'on revient à ces fameux combats de la Seconde ou même de la Première Guerre mondiale où tu as un côté palpitant, excitant. C'est horrible de le dire, mais du coup c'est ce que dit d'ailleurs Coppola dans Five Came Back, et je vous invite vraiment à voir ce reportage. Mais il dit genre on n'arrive pas à ne pas trouver ça divertissant en fait. Je sais pas, peut-être qu'on est fait pour faire la guerre ou qu'il y a un truc génétique, mais genre il y a un truc qui fait que quand les mecs sont en train de s'affronter en avion, etc., on est derrière, on est avec eux, et on a besoin de voir ça. On a besoin de voir les vaisseaux s'entrechoquer, quelque part les X-Wing passer entre les espèces d'architecture spatiale qu'on a de l'Empire. Et dans Rogue One, on a totalement ça, et moi c'est pour ça que cette scène m'avait complètement bluffé. En plus, ils reprennent des images qu'ils n'avaient pas pu utiliser dans le premier Star Wars, qu'ils insèrent numériquement. Enfin, c'est juste complètement ouf. Du coup, l'impact de l'aviation au global sur un film qui est sorti il y a 2 ans, quoi. Et parce que y a aussi cette dimension visuelle, sportive, où clairement on est là pour voir le beau virage, la belle accélération, le beau tir. Il y a aussi cette dimension esthétique dans la guerre. Que penses-tu du drift de Poe Dameron de Star Wars 8? On pouvait pas faire ça avec un avion. Hein. Non, pour le coup, non, on pouvait pas vraiment. Mais il y a clairement cette dimension esthétique qui transforme le rapport à l'arme. C'est pas nos avions modernes où on va au mur du son et puis ensuite on redescend. Typiquement, là, on peut plus être dans cette négociation du virage qui stimule. C'est comme avec l'escrime en fait, c'est qu'il y a visuellement il y a un art derrière le combat en fait. Ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi ce côté humain qui fait que finalement tu visualises aussi, et t'as ces fameuses scènes de cockpit. À chaque fois que t'as une bataille spatiale ou même aérienne dans Star Wars, c'est un champ contre champ qui se passe entre les cockpits, tu vois. Du coup tu te dis, si les mecs sont à une vitesse complètement folle, qui s'envoient des torpilles qui sont radiocommandées ou juste loquées, et c'est bon, fire and forget, c'est pas du tout palpitant. Et aujourd'hui, par exemple, l'aviation, déjà, de nos jours, le dogfight, ça existe quasiment plus. Et les avions pilotés par des humains, ça existe de moins en moins aussi. Ouais, donc on se rend compte juste que c'est un énorme gouffre afrique et que techniquement ça marche pas hyper bien, quoi. Donc, mais sur le champ contre champ, on en revient à cette idée du duel, hein. C'est toujours un homme, un autre, face à face, et c'est ça en fait qui plaît. Comme tu disais, l'escrime, c'est clairement ça. Ouais, et on a besoin de ça dans Star Wars, et tout autant qu'on a besoin de duels de sabre laser. En tout cas, moi j'en ai besoin. C'est pour ça que The Last Jedi et Rogue One ont mon affection en partie, parce qu'ils ont eu ces séquences qui, je pense, saisissent très bien l'influence qu'a eu l'aviation militaire, parce que on n'a pas forcément parlé d'aviation civile, mais il y a aussi, par exemple, tout ce délire autour de Star Tours, et donc cette attraction qui a donné lieu à l'idée qu'il y ait des compagnies aériennes dans l'univers de Star Wars, qui aussi est un développement de l'aviation de la Première Guerre mondiale, etc. On peut pas parler de tout non plus, mais c'est vrai que l'aviation militaire, c'est un des trucs qui est fondamentaux dans la construction de Lucas sur Star Wars, parce qu'il y a les mythologies, la religion bouddhiste par-ci, un petit peu de Kurosawa et de films de samouraï par-là, et du pulp, et le dernier élément pour moi, c'est ce truc-là, et c'est cette aviation. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'époque, quand ils ont annoncé Rogue One, les gens pensaient que Rogue One, ça parlerait du Rogue Squadron, et c'était logique de faire un film d'avion Star Wars en fait. Et c'est assez marrant d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut presque estimer ce qui s'appelle prennent Rogue One en disant ok, c'est nous les premiers Rogues, parce qu'on va au front, alors que quelque part à la base c'est pas des aviateurs, mais ils le font quand même.
il défie. On peut imaginer que dans le nouveau canon Star Wars, les mecs s'appellent Rogue Squadron en hommage à ce fameux Rogue One, et revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Damien, avec ces gens qui récupèrent un petit peu l'héritage d'une escadrille ou d'un groupe. Se transmettent des noms de code, des surnoms. Exactement. Voilà. On a fait à peu près le tour. Damien, tu voulais rajouter un petit truc ? Pas nécessairement. Ok, je vous propose de conclure gentiment, de se poser en douceur, sortir nos petits trains d'atterrissage. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Ok, alors avant de terminer, je voulais parler d'un héritage qui se poursuit, mais on a déjà pas mal parlé de Rogue One, de The Force Awakens, de The Last Jedi, donc, et de Poe Dameron, qui est peut-être le meilleur exemple d'as Star Wars qui soit, en tout cas du côté canonique de la chose. Moi, ça me fait très plaisir qu'un pilote soit au cœur de la nouvelle trilogie, en tout cas, même si... sera-t-il pilote encore longtemps? C'est une question. Il y a aussi Rebels qui avait pas mal développé cette mythologie-là aussi, vraiment même à fond, puisque c'est sur la fondation de l'Alliance Rebelle, et on se rend compte que ça... la fondation de l'Alliance Rebelle, je sais pas si exactement on peut en tirer les mêmes conclusions sur la Première Guerre mondiale, mais dépend vachement en fait de la solidarité entre ces différents groupes d'aviateurs qui se rejoignent et commencent à créer des flottes toujours plus importantes, et du coup quelque part les mecs se sentant hardis, ils se disent ok, maintenant on est 12, on peut aller se fumer l'Empire à nous tout seuls, alors qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, bref, l'héritage se poursuit, on l'a déjà dit. Est-ce que on pourrait voir un film Star Wars 100% aviation? Est-ce que ça vous plairait, messieurs? Et éventuellement, est-ce que t'as déjà un petit peu répondu à cette question, Jean-Baptiste, mais est-ce que ça vous intéresserait de le voir un petit peu inspiré par l'aviation moderne? Parce qu'on peut imaginer que un film 100% sur l'aviation, il n'irait pas forcément tirer uniquement sur la corde de la Seconde Guerre mondiale, mais pourrait aller du côté de l'aviation moderne, ou peut-être même au contraire avoir un côté un petit peu peut-être flashback et aller plutôt vers la Première Guerre mondiale, ce qu'a fait par exemple Solo, comme on le disait en début de podcast, en se disant ok, Star Wars c'est très Seconde Guerre mondiale, nous on va aller vers la première. Bref, j'y vais. Alors moi c'est un truc qui m'a manqué dans Solo, c'est qu'il nous parle tout le temps de son école de pilote, et c'est un truc central au début du film. On n'a aucune scène de ça, et j'imagine que ça pourrait être intéressant. C'est un truc, l'école de pilotage, Luke aussi il en parle dans l'épisode 4, c'est quelque chose qui a l'air quand même d'assez important pour les gens, en tout cas dans l'univers Star Wars. Donc avoir un pseudo Top Gun en fait dans une école de pilotage dans Star Wars, moi ça me ferait kiffer. C'est marrant parce que j'avais écrit un pseudo Top Gun dans Star Wars dans un vieux Please Hollywood sur Sci Fantasy. J'avais désigné Joseph Kosinski, réalisateur, qui va réaliser la suite de Top Gun. Voilà. Comme quoi. Donc j'étais précurseur. Qu'on l'ait cru. Exactement. Damien, toi, est-ce que tu serais chaud? Moi ça me plairait bien, ouais. Après il me faudrait quand même un peu de sabre laser de temps en temps, mais pour le coup je suis assez d'accord sur l'école de pilotage. Ce serait vraiment passionnant de voir les jeunes pilotes essuyer les plâtres, et puis comment ça se passe, parce que dans la Première Guerre mondiale ils capotent, c'est-à-dire ils renversent l'avion, mais est-ce que quelle serait la réaction d'un vaisseau, comment le pilote appréhende cette double commande? Est-ce qu'il y a une double commande d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont deux dans le vaisseau et ou il y en a un qui le téléguide comme un copilote à distance? Enfin, ça pourrait être vraiment, vraiment très intéressant. Et puis ça permettrait de voir un film Star Wars centré du côté de l'Empire. Ce qu'on n'a pas vu, et parce que moi j'aimerais bien voir en fait. Ouais, renverser un peu et se dire. D'ailleurs, c'est la meilleure scène de Solo. Oui, voilà, on va prendre des impériaux en personnages principaux. On va, vu que c'est des personnages principaux, vous les rendre sympathiques, mais au final c'est censé être les méchants depuis le début. Mais c'est pas que moi, ça. Je trouvais ça super intéressant de suivre justement une espèce de l'ascension d'un as, tu vois, impérial, dans cette idée que le mec est une figure de propagande au milieu d'une armée complètement anonyme, tu vois, et que tu as déjà tout de suite une sorte de conflit qui crée une narration, une espèce de gars super stylé à moustache, super fort en pilotage, jusqu'au jour où il tombe sur le Rogue Squadron ou je ne sais quel pilote, et recanoniser peut-être certains personnages. On n'a pas trop par exemple parlé de Jaina Solo qui dans l'époque qui était du coup
l'un des enfants de la famille Solo dans un autre univers Star Wars, mais qui du coup prenait la tête du fameux Rogue Squadron. Alors les femmes pilotes, c'était pas tellement ça à l'époque de la Première Guerre mondiale, j'imagine, mais peut-être que ce serait un bon moyen de moderniser l'aviation sans la moderniser techniquement. Oui. Bah, il y avait des femmes pilotes, mais pas dans la guerre, puisqu'on leur laissait pas la possibilité, mais il y en avait même dès les origines. Quelques-unes, mais des origines. Mais qui renvoyaient à l'image de l'Amazone, évidemment. Donc là aussi, ce serait toute une batterie de stéréotypes et de clichés à réinvestir dans l'univers Star Wars. Ça pourrait être assez intéressant. Ouais. Oh, puis refaites-moi un film Star Wars sur des pilotes avec en personnage principal une femme, si possible de couleur, lesbienne, juste pour énerver les rageux. Moi, je prends. Voilà, on est là. On est très chaud pour ça, donc allez-y. Je ne sais pas comment l'internet réagira à ça, JB, merci. Mal, l'internet réagit toujours mais on mal. va se faire harceler sur Twitter, on va être obligé de supprimer notre compte Instagram, ça va être insupportable pour nous, hommes blancs. Bref, donc du coup, on a dit qu'on était chaud pour un film Star Wars inspiré par l'aviation plus fortement. Je ne m'inscrirai pas en faux. Eh bien, c'est l'heure du deuxième instant promo de ce podcast, puisqu'on va se quitter, messieurs, mais avant toute chose, un petit mot ou deux petits mots, ou même 3 ou 12 sur votre actu. JB, what's up dans ta life de petit chibou? Bah, je suis revenu à Paris, parce que voilà, ce podcast n'est plus fait à Nantes, nous avons déménagé. Oui. Et Planète Paris maintenant. Voilà. D'ailleurs, j'en place un petit mot, désolé de te couper en plein instant promo, mais on a quand même réfléchi à l'idée de faire un petit meet and greet dans un bar parisien, dans une cantina parisienne, avec un max d'alcool et de bâtons de la mort. Idée qui a été lâchée sur Twitter et d'un coup a été récupérée par beaucoup de gens, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux, qu'on organise ça peut-être cet été, quand tous les parigots là sont en vacances et nous on peut se la couler douce. Ouais. Bah, après, si on peut faire ça après la Coupe du Monde, parce que pour l'instant je suis un petit peu occupé, tu vois. Ouais, moi je pensais plutôt ouais. Après, c'est mieux. Ouais, plutôt après, ouais. Mais bon, allez, ouais. Voilà. On s'en fout de la Coupe du Monde, on parlait de Star Wars. Donc quand les Wookiees auront gagné la Coupe du Monde, tu verras. La Coupe Galactique. Ah, très bon pitch Star Wars. Un film de sport Star Wars, j'aimerais bien aussi. Un Eurovision Star Wars. Tu sais qu'il y a un film sur l'Eurovision qui a été annoncé par Netflix avec Will Ferrell. Très fort. Ah, je suis très chaud. Ok, on dévie complètement, voilà. mais cela dit, c'est ton actu, vu que tu es très fan de Will Ferrell. On peut et de l'Eurovision. Grâce à toi. Aussi. Mais ouais, voilà, donc je suis revenu à Paris et bah, je passe des entretiens d'embauche en ce moment. Voilà, donc c'est pas une partie très palpitante. Ta vie est palpitante, mais elle est un peu plus sur Twitter quand même. On peut t'y retrouver JB Ballier, toujours, hein, si vous voulez des mèmes sur Emmanuel Macron, sur Philippe Poutou et sur Star Wars. Et des punchlines de Booba, voilà. Il y a un beau mélange. Voilà, exactement. Il y a de quoi grailler. Mon cher Damien, quel est ton actu? Alors, on a parlé. Alors, je ne sais pas où il est, ce qui est quand même plutôt con. Il est derrière Damien. Ah, il est derrière Damien, sur ta gauche. On a parlé de ton livre, hein, parce que le mec a écrit un bouquin qui est en fait. C'est quoi, c'est ton mémoire? C'était mon mémoire de master, un peu retravaillé quand même. Oui, même très retravaillé parce que tu m'as expliqué les longues heures et tu fais quelques dédicaces qui laissent entendre à la fin que ça n'a pas été une partie de plaisir, un petit peu comme affronter une escadrille de TIE Fighter. Alors, du coup, René Fonck, as des as et pilote de la Grande Guerre, un titre qui te déplaît, je crois, et qui est sorti quand même aux éditions Priva, qu'on salue après les avoir écorchés et dit qu'on n'aimait pas trop le titre. C'est pas forcément la meilleure promo du monde, mais je l'ai lu et je l'ai apprécié. As-tu fait une dédicace? Non, pas encore. Pas encore. Mais voilà, si vous aimez l'histoire, que vous n'avez pas peur des textes un petit peu académiques, hein, on va pas se cacher, même carrément. Il y a des notes de bas de page et tout ça. Oui, vous faites comme moi, vous ne les lisez pas. Et d'un coup, le livre est plus rapide à lire. Non, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin, de ton actu et de tes projets? N'hésite pas, c'est le moment où tu peux en placer un max. D'accord, bah merci déjà de me laisser l'occasion de le faire, parce que tu disais que le titre je l'aimais pas trop parce que il reflète pas le contenu tout à fait. Là on a l'impression que c'est une simple biographie, alors que c'est une réflexion un peu plus large sur comment on crée un peu une figure de héros comme ça dans la guerre, et comment un homme qui donc termine la guerre à 24 ans se retrouve superstar, député, et devoir gérer un peu cette postérité.
et comment finalement il a échoué un peu à assumer c'est ça qui est super cette intéressant stature, et qui doit notamment interpeller les gens, même si là vous vous dites ok c'est sympa, ils ont fait un 3e épisode d'Outrider, ça parle d'aviation, j'ai pas trop compris. Si vous aimez Star Wars, vous aimez forcément la fondation du mythe et de comment ces héros arrivent quelque part de l'anonymat vraiment à être les plus grands héros de la galaxie, ou à l'inverse, de plus grands héros de la galaxie à la déchéance la plus totale. Et je trouve que tu saisis très bien cette idée de construction du personnage René Fonck. Mais bref. Bah merci, oui, parce que c'était vraiment l'idée, et ça m'a donné du coup mon sujet de thèse sur les aviateurs de la Première Guerre mondiale. Ah, c'est pas Star Wars ton sujet de thèse. Non, mais je suis assez déçu. Ce sera pour le postdoc, ça. Ah, maintenant que j'ai plein d'idées. On est fort. Voilà. Mais du coup, ça c'est pour l'actualité, puisque je pars dans 2 semaines en Allemagne pour voir tous les documents allemands, et après les as français, voir un peu ce qu'ont fait les as allemands. Ok, et du coup t'es chaud, LV2, LV1 Pour le moment, ça reste une LV2. Hein. Ok. Voire 2, 3,5. Ouais, c'est ça. Et on verra après l'été déjà. Ok, ouais, j'espère que ça revient vite. Ok. Et j'imagine que tu, du coup, continueras à faire des petites conférences, des choses comme ça, écrire des trucs. Tout à fait. Bah là, je suis même dès la fin du mois, vendredi 29, à 19h30, à l'Aéroclub de France pour les Parisiens. Voilà. Il me semble que c'est payant, mais faut se renseigner, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je suis pas payé. Donc, vous saurez que si c'est payant, voilà. Vous n'enrichissez pas Damien, qui est quelqu'un de très bien. Donc, honte à vous. Ne venez pas, du coup. Mais les dédicaces sont aussi gratuites. Ah, les dédicaces sont gratuites, par contre. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Et toi, Thibaut, quelle est ton actualité ? T'as vu un petit peu cette transition incroyable. Ouais, c'est vrai que je suis un peu médusé par ta participation. Waouh. Merde, mon actu, j'ai un nouveau travail chez Wargaming. Les gens qui font World of Tanks, World of Warships et World of Warplanes. Ah, tout est connecté, mon gars. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Après, je suis en période d'essai, hein, je vais pas vous cacher. Donc moi aussi, là, je fais mes petits vols d'essai tranquilles sur un petit vaisseau, puis on verra si on passe du Skyhopper au X-Wing noir avec des bandes oranges bien stylées au fur et à mesure des jours et d'ici la fin de l'été. Mais franchement, c'est plutôt cool et ça permet d'avoir un petit peu plus de moyens et d'être un peu moins inquiété dans la vie de tous les jours, donc ça c'est cool. Récemment, j'ai fait un podcast avec l'ami David, aussi un ancien de Sci Fantasy, donc on a lancé son podcast Actioner, le podcast de l'aventure et de la bagarre. Du coup, où on a parlé de Shane Black. Je suis hyper fier du podcast parce que je l'avais vraiment beaucoup préparé, parce que j'avais beaucoup le temps de le préparer à l'époque, et ce qui sera moins le cas du 2e épisode qu'on va quand même enregistrer ensemble. Mais voilà, et a priori il y a un accueil qui est plutôt cool, contrairement à moi qui ai pu profiter un petit peu du sillage de Hearts et de Sci Fantasy. David n'a pas, enfin j'en ai pas 1 million non plus, mais n'a pas 1 million de followers, donc si vous n'avez pas écouté son podcast, allez l'écouter. Et en plus je suis dedans, donc c'est plutôt sympa. Et globalement c'est un superbe effort de jouer les archivistes avec des petits quiz, des petits trucs. Enfin il y a pas mal de choses qui pimentent un petit peu notre discussion sur les films d'action. David est très fort pour ça, pour aller chercher des trucs, des points ultra précis et sortir des anecdotes personne ne connaît. Exactement, voilà. Donc il avait 14 pages sur Shane Black, donc moi j'en avais 4. J'avais l'impression d'avoir été jusqu'au bout, tu vois, du sujet, et lui il en avait donc 14. Bref, je pense que ça sera à peu près pareil pour le prochain, qui sera dédié à Mission Impossible, qu'on va enregistrer la semaine prochaine. Donc voilà. Et c'est à peu près toute mon actu. Quand je vous ai parlé du meet and greet dont il fallait que je parle, il y a 2 Outriders qui sont sur le feu. Donc je peux déjà vous dire que le prochain sera un 100% news, après les 2 épisodes un peu hybrides qu'on a eu et ce premier épisode thématique. Là on va faire news, j'espère avec des gens de sites que vous connaissez bien et qui aiment bien Star Wars aussi, parce que il y a beaucoup de news à rattraper, beaucoup de choses à dire. Et dans l'été, il y aura, donc au mois de juillet, fin juillet, il y aura le prochain podcast thématique. Donc normalement, si je sais compter, ce sera Outrider 5. Et donc on a déjà le sujet et je suis en train de sélectionner les invités qui s'écrira EES cette fois. Oh. Ah attention, such teasing. Donc voilà l'actu de Outrider, de moi-même, JB.
Ça te satisfait comme réponse? Ça me satisfait. C'est une réponse qui me plaît et qui me satisfait. Qui me satisfait. Tout le monde dormira bien. Effectivement. Bon, bah, messieurs, si vous n'avez pas quelque chose à rajouter et que vous avez désespérément envie de désactiver le mode avion. Waouh de votre téléphone, je vous propose qu'on se quitte sur ce dernier jingle. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce Outrider 3. Alors désolé pour ce mélange mi-historique, mi-fictif, je sais pas trop comment dire. En tout cas, les académiciens sont en PLS. Désolé pour toi, mon ami Finkel et compagnie. Mais il fallait le placer, je sais pas pourquoi, mais il fallait le placer ce soir. Le point F de toute conversation. Bref, voilà. Que la force soit avec vous, des bisous. N'oubliez pas de partager ce podcast, c'est très important. Donc faites-le, sinon je vous envoie mon escadrille de X-Wing. Et si vous le partagez pas, il n'y en aura pas de 4 ou de 5 aussi. Ça serait triste. Et ça serait triste. Voilà. Portez-vous bien, partagez, que la force soit avec vous, tout ça, des bisous. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on